Bonjour à tous et bienvenue sur le Romescast, donc votre petit voilà, podcast hebdomadaire que vous aimez tant. Oui, je me sauce parce qu'on a des très bonnes stats en ce moment, c'est vraiment incroyable pour un petit podcast qui débute et du coup, je voulais juste vous remercier. Donc aujourd'hui, le thème du podcast, il est simple, ça va être les assistances dans le monde du powerlifting. On va essayer de décortiquer le sujet pour vraiment en extraire le principal et ce qu'il y a vraiment à retenir sur ce sujet. Et du coup, pour ça, je suis accompagné de mes deux compères de Mad Men Powerlifting. Donc, je vous laisse vous présenter les gars. Je commence par Enzo. Tiens, Enzo, présente-toi. Salut à tout le monde, salut YouTube, moi c'est Enzo, donc coach Mad Men avec Brieux, athlète aussi également. Voilà, moi je suis coach depuis 2 ans, donc écoute, ravi, merci Maximilien de nous avoir invités dans ce podcast. Ok. Bah, écoute, ouais, merci gros déjà pour l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir parler un peu de ce genre de sujet. Donc ouais, moi je suis coach depuis 2 ans également bientôt. Et puis du coup, nous on a créé Mad Men avec Enzo. Ça va faire quasiment 1 an qu'on travaille ensemble sur ça, donc sur tout ce qui est l'AFA principalement de mon côté, et puis Enzo qui a un côté un petit peu plus hybride avec aussi pas mal d'athlètes en body, donc je pense qu'il peut avoir une bonne vision de l'art en faux qui sera peut-être un peu différente de la nôtre. Donc ça va être sympa d'en discuter, ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est exactement pour ça que le sujet me chauffait bien avec vous, c'est que je sais que personnellement, vous avez tous les deux une expérience avec les assistances qui est intéressante. Enzo, comme tu le disais, qui coach pas mal en body, donc qui a vraiment cette approche hypertrophie, donc les mécanismes, etc. Et toi, qui est coaché par Alexis et qui a aussi une vision, on renforce le corps dans son ensemble pour pallier à certaines problématiques. Donc tu m'avais déjà parlé un petit peu. Donc, si je devais vous poser une première question, c'est si vous devez définir votre approche avec les assistances quand vous coachez, quand vous programmez, un petit récap en 5 minutes de votre vision de l'hypertrophie, des mouvements accessoires dans votre programmation, ça serait quoi? En commençant par Brieux, du coup. Ouais. Du coup, déjà, les exos comme ça va être tout ce qui sort hors SBD, c'est important de le préciser, on va dire, donc ça va être tous les autres exos qu'on va pouvoir retrouver. Et après, c'est tout ce qui peut nous servir déjà à faire de la masse musculaire, prévenir des blessures. Et comme tu l'as dit, pourquoi pas s'en servir pour travailler lift, hein. Moi, j'ai beaucoup cette approche-là sur le fait de me servir d'un exo de renfort pour corriger un point technique. Parce que faut pas oublier que sur ton lift SBD, le but, c'est quand même de pousser. Et donc, j'ai remarqué que dans le temps, ça servait à rien de trop surcharger l'athlète de conseils directement sur le lift, donc par exemple sur un squat. Et du coup, pourquoi pas travailler les problèmes techniques avec les exos d'assistance pour éviter justement d'avoir des contre-pertes sur les mouvements. Donc, Est-ce que tu aurais un exemple, justement, si tu devais me donner un exemple de, par exemple, le gars, il a une problématique sur son squat, je sais pas, il a du mal à créer de la tension en général. Et avec ça, tu vas trouver du coup un renfort spécifique qui pourrait pallier à cette problématique, ou alors explique-nous un petit peu ta vision. Alors, imaginons que tu as un athlète qui a un problème de tension sur le squat. Donc, déjà, dans un premier temps, tu vas adapter ta programmation, ton main lift. Donc, par exemple, tu peux travailler avec un squat tempo, un squat posé, etc. Donc, une variation, par exemple. Lui donner aussi forcément un peu le conseil technique de OK, gros, il va falloir que tu maintiennes ta tension pour qu'il le conscientise. Mais par exemple, tu peux ajouter des exos comme, je sais pas, un goblet squat en tempo lourd. Une veille de son squat ou sur la même séance que dans son squat ou sur son move prep ou dans un autre moment dans la semaine si tu veux vraiment renforcer via ça pour que tu aies un bon transfert. Et si le mec déjà il arrive à le comprendre sur un exo qui sera peut-être un peu moins complexe qu'un squat, il aura peut-être plus de facilité à le mettre en application. Donc c'est un petit peu dans cette idée-là. Donc moi c'est vrai que le gobelet squat, j'aime bien l'utiliser parce qu'il répond à beaucoup de problématiques. Il est simple à mettre en place. Dans toutes les salles, tu peux l'utiliser. Et souvent, il y a un bon retour sur investissement avec une fatigue nerveuse qui n'est pas énorme, quoi. Donc, Ok, ça marche. Ouais. Enzo, Souvent, tu peux rebondir? c'est plus facile pour rebondir sur ce qu'il dit, c'est plus facile d'appliquer un conseil technique et des fois de capter une cue quand c'est un exercice qui est beaucoup moins taxant, mais aussi psychologiquement, c'est bête, mais le squat, le bench, le terre, on a beaucoup de choses sur lesquelles on nous aiguille quand on a un coach, par exemple. Et du coup, comprendre un point technique, c'est bête, mais du RDL, juste comprendre le hinge, comment
comment le mettre en place, etc. Bah, genre, ça vaut beaucoup plus le coup de mettre ça en place, 2-3 séries de RDL dans la semaine, plutôt que d'aller bombarder sur du terre et de rester en boucle, en fait, dans le cercle vicieux, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est typiquement ce que moi j'aime bien faire. C'est alors moi je commence par la queue, justement. C'est un peu peut-être à l'inverse de toi, Brieux. Non, je vais quand même commencer par la queue. Évidemment. Okay. Si je peux, parce qu'il faut savoir que les ressources sont pas illimitées. Donc si tout de suite je mets toutes mes billes en me disant non, ok, il faut que je passe par le renfort pour améliorer le complift, bah c'est de l'énergie que je prends pour peut-être pas taffer l'hypertrophie de manière plus spécifique, tu vois. Donc je vais quand même commencer par la queue. Et si vraiment je vois que ça fonctionne pas, ok, je vais utiliser le renfort, tu vois. Mais je vais toujours commencer par la queue, parce que parfois, bah, juste en faisant la queue, en laissant, par exemple, je reprends l'exemple du squat, tu laisses un compte squat sans variation, juste tu vas lui donner la queue, ça va s'améliorer. Bon, bah, bénéf, tu vas pas mettre de variation pour mettre de la variation. Mais si tu vois que ça fonctionne pas, bah, pourquoi pas mettre une variation? Pourquoi pas utiliser de la renfort, tu vois. Il y a des étapes, on va dire, que tu te sers pour arriver à ton point final. Ouais, ok, donc on est aligné sur ça, parce que moi je pensais que tu faisais la variation, puis ensuite amener la queue, mais ok. Moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est la queue, du coup, pour voir si, du coup, de par son passé sportif ou je ne sais quoi, l'athlète peut de lui-même, en fait, comprendre et conscientiser, en fait, ce que j'essaie de lui expliquer. Mais du coup, moi, le rôle de l'assistance dans ce rôle-là, donc de faire comprendre quelque chose à l'athlète, c'est plus à but de compréhension proprioceptive. Je sais pas si c'est le terme, mais c'est vraiment, ok, tu as du mal à conscientiser la chose, je vais t'exposer à la chose pour que, de par ton ressenti, en fait, tu te rendes compte de ce que je t'expliquais. Techniquement, c'est quelqu'un qui, je sais pas, sur son sumo a du mal à hinge, je vais lui demander de faire, par exemple, en exercice de préactivation, tu vois, un glass deadlift ou un truc comme ça, juste avant sa série de travail, pour qu'au niveau de la proprio, il se rende compte de là où il se situe dans l'espace, parce que mécaniquement, en fait, l'exercice va le pousser à être bien installé, et ensuite, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus transférable sur son lift de juste après, quoi, de par ce mécanisme de compréhension proprioceptive, du coup. Mais donc c'est super intéressant ce que tu disais, Enzo, parce qu'en vrai, je trouve que ça, c'est pas quelque chose qui est franchement utilisé. J'ai l'impression que la plupart des coachs, quand je vois des procs, tu vois, le renfort, il a une place vraiment secondaire. Ouais, c'est vraiment en mode je comble un trou. Soit je fais du très spécifique, soit je comble un trou pour que la séance dure un peu plus longtemps et qu'il y ait cet aspect de renforcement global. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai pas vraiment cette vision, quoi. Du coup, vas-y, Enzo. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et justement, pour répondre à la toute première question, prendre ma place après Brieux, le truc, c'est qu'il y a, moi, avec ma vision, j'ai beaucoup de débutants. Et en gros, j'ai tendance, comme vous disiez au début, j'ai pas mal d'athlètes hybrides. Et à l'inverse, que j'initie vers la FA et que je fais débuter. Et du coup, le truc, c'est que j'ai cette vision des renforts qui est non pas secondaire, mais primordiale. Parce que de base, c'est le corps de l'entraînement de beaucoup de personnes que je coach. Ouais, clairement, ouais. Et du coup, c'est vraiment orchestré l'entraînement autour de ça initialement. Alors, dans la FA, c'est pas du tout ça. Ça reste quand même secondaire et on veut performer sur les 3 mouvements. Et c'est les assistances, du coup, qui nous aident à ça. Mais du coup, sinon, moi, ça a une place essentielle, en fait, dans l'entraînement, quoi. Donc, c'est quand tu dis ça, c'est pour les athlètes en bodybuilding, ou alors c'est vraiment pour des athlètes qui transitionnent? Les deux, en soi, du coup. Ouais, parce que bodybuilding, je comprends que c'est clairement logique que ça soit quelque chose de primaire, tu vois. Mais sur quelqu'un qui transitionne, quand tu dis que ça n'a pas une place secondaire, c'est que genre tu t'en sers pour le côté adhésion et transition, ou alors parce que vraiment c'est la méta que tu mets en place, genre charbonner les assists, mais du coup incrémenter petit à petit le SBD. Ouais, c'est un mix, ça dépend des profils, mais en fait, en fonction de du schéma moteur des personnes, de comment elles réagissent à l'entraînement qu'on met en place petit à petit, en fait, j'adapte mieux. Et comme je fais du semi-présentiel, en fait, c'est trop facile. Enfin, là, typiquement, j'ai 2 profils en tête sur lesquels j'ai mis du RDL avant de faire vraiment du DL. Et ça a explosé. Les mecs ont compris le mouvement en 3 secondes. Il y a, c'est pas qu'il n'y a pas de défaut technique, mais littéralement, le mouvement est compris et on ne s'est pas fait suer par 26 chemins, quoi. En même temps, c'était quoi du muscle et... Ouais. C'était quoi le passé sportif de ces personnes-là, enfin l'expérience en tout cas? Il y en avait un qui n'avait pas fait de sport depuis 4-5 ans et qui avait fait une dizaine d'années de basket, et l'autre qui a toujours été un petit peu sportif, mais coup-ci, coup-ça, pas de compétition, pas vraiment d'engagement perso, etc.
Ok, ça marche. Donc, Parce c'est que des non, profils. Notamment, il y a un super grand, en fait, qui est là, Igor, que je coach là, qui ouais. est super grand. Et il a compris en 2 secondes, même le squat, j'ai cru que ça allait être compliqué au début, le développé couché. Et en fait, en orchestrant ça bien et justement en mettant le renforcement au cœur de ça, il s'est mis à exploser sur les renforcements et tout a grimpé d'un coup, quoi. Ok, ça marche. Je veux pas qu'on s'étale, mais c'est vrai que là, tu me mènes sur un sujet qui est nous, on a toujours comment dire, une vision de quelque chose qu'on essaie d'appliquer pour les programmations de nos athlètes et de leur impliquer aussi. Mais c'est compliqué des fois avec certains athlètes qui ont du mal à répondre à cette vision. Moi, par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. Bon, alors aujourd'hui, ça se passe très bien. Il a fait sa première compétition il n'y a pas longtemps et il a explosé tous ses PR, donc c'est vraiment cool. Mais au début du coaching, c'était un débutant qui, pour moi, avait vraiment pas assez de masse musculaire. Et en fait, tu as ce côté où le gars, en fait, il veut faire du powerlifting. Donc, dans sa tête, il a sa propre vision, en fait. Et toi, tu as ta vision en mode plus long terme, plus holistique, en fait. Genre, vraiment, tu prends tout le corps comme un ensemble de choses et tu vois pas uniquement je veux performer maintenant. Et du coup, moi, j'étais là, j'ai essayé de lui expliquer, mais je peux te faire performer sur ton squat bench deadlift en un macrocycle, enfin, comme tout le monde. Mais montrer en fait à cette personne que le renforcement, c'est ce qui va du coup lui permettre de performer, certes, mais dans de bonnes conditions, sans risquer la blessure, en prenant aussi conscience de son corps, tout simplement. Parce que quand tu n'as pas un grand passé sportif, je sais pas, typiquement, tu demandes à quelqu'un qui a pas fait de sport depuis 20 ans, fais un squat, tu peux être sûr que le mec va descendre les genoux comme ça, enfin, ça va être horrible. Parce que mécaniquement, il a pas conscience. Bref. Et du coup, À moins qu'il comment. fasse 1m50. Non, mais c'est ça. Et même 1m50, pour lui, faire hinge, tu vois, pendant sa descente, ça va être quelque chose de. Il saura pas comment descendre. Et du coup, moi, c'était ça la problématique que je voulais exposer à cet individu. Et pour lui, c'était compliqué de comprendre du coup. Donc, comment vous mettez en place au niveau de la PEDA ou je ne sais quoi une explication cohérente? Alors, peut-être que vous n'avez pas été exposé à ce genre de personne qui vraiment est un peu pas dans le flou et pas dans la confrontation, mais elle veut pas trop comprendre ce que vous essayez de lui expliquer et elle voit uniquement vision court terme. Est-ce que toi, Enzo, tu as une expérience par rapport à ça, genre C'est bête, c'est la manière dont tu amènes les choses. Moi, c'est ma manière de faire. J'explique toujours que dans l'entraînement en force, peut-être qu'on fait de la force, il y a 3 mouvements, ouais. mais il faut se renforcer, c'est bête, mais du développé couché halter, je parlais d'anticipation des blessures, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour sécuriser les épaules, aller travailler l'amplitude, qu'on travaille moins sur du développé couché, etc. C'est trop important Ouais. et je ne sais pas si je peux te dire que c'est par ma manière de faire, ma personnalité, mais c'est toujours passé en tout cas. Et j'ai jamais vraiment eu de profil super contraire, mais en tout cas, moi, j'explique toujours ça, c'est dans ma démarche, c'est-à-dire qu'il y a du renforcement, que ce soit nécessaire, enfin, auquel on adhère un petit peu moins, mais qui est nécessaire quand même. Je sais pas, je prends l'exemple, souvent les gens, ils détestent les fentes bulgares, mais il y en a beaucoup pour qui c'est nécessaire dans l'entraînement, où c'est super intéressant en tout cas. Ouais. Et donc, il faut pas le subir non plus, mais il faut trouver un juste milieu, quoi. Mais comme dans tout sport, on fait des choses qu'on n'aime pas, entre guillemets, quoi. Ouais. Toi Brieux, tu dirais quoi, toi, justement, à cet athlète qui va être un peu réticent, qui va être en mode la méta SBD, c'est 4 fois par semaine, etc. 7 fois. Alors, 7, ouais. Alors déjà, il faut lui faire comprendre que ça va être important s'il veut durer sur le long terme. Ça dépend déjà de ses objectifs. Si c'est un mec qui dit, OK, moi là, je suis en études, j'ai plus que 2 ans pour faire, après, je sais très bien que ce sera mort. Bon, bah, peut-être si tu as moins la vision long terme, déjà, c'est peut-être moins intéressant pour lui. Et puis après, ça va être aussi notre rôle de trouver le juste milieu. Parce que tu sais déjà très bien que pour ton athlète, ça sera bénéfique. Mais si tu lui mets des renfaux, soit qu'il ne va pas les faire, soit qu'il ne va pas se donner, etc., bah, ça va finalement pas être intéressant. Donc, par exemple, je reprends ton athlète qui a besoin de masse. Bah, OK, s'il ne veut pas faire ses renfaux, pourquoi pas peut-être mettre un peu plus de volume sur le squat, sur des séries un peu plus longues qui va faire de l'hypertrophie. Ça va peut-être être moins intéressant, mais tu vas quand même avoir un développement à ce côté-là. Et après, c'est juste la quantité. Je pense que c'est adapter la quantité par rapport à ce que la tête peut tolérer. Par exemple, moi, je prends l'exemple d'Enzo parce qu'on a commencé à travailler ensemble là, il n'y a pas longtemps. Je sais que c'est un mec qui, justement, parce qu'il dit, il kiffe les renfaux. Donc, lui, il a une part dans l'entraînement des renfaux qui est plus importante que d'autres athlètes qui, je sais, déjà les tolèreront moins, qui peut-être ont moins de temps et qui aussi aiment moins ça. Donc, c'est vraiment notre rôle de réussir à individualiser. Et d'une part, de faire comprendre, mais parfois, malheureusement, tu as beau donner tous les arguments que tu veux, si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Donc voilà. Après, je pense que quand quelqu'un commence à travailler avec toi,
Alors j'espère qu'elle a discuté un peu avec toi et qu'elle connaît déjà ta philosophie. C'est pour ça sinon, qu'elle c'est un vient. peu dommage. Si tu veux faire du SBD only, va vers un coach qui fait du SBD only. Si tu viens vers toi, Maximilien, ou chez nous, vous savez qu'on programme beaucoup de renfos. Donc, acceptez d'avoir des renfos. Sinon, faut pas travailler avec nous, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou alors, moi, par moment, je suis clément et il y a beaucoup. En fait, je m'adapte toujours à l'athlète, dans le sens où, voilà, si le mec, vraiment, il est pas friand de ça, comme tu dis, on essaye toujours de jouer sur la balance, voilà, un peu plus de spécifique, et on joue sur le renfo, à travers, voilà. Moi, des fois, j'aime bien tromper l'athlète. Genre, typiquement, il veut pas faire son renfo, après son bench comp, je vais lui mettre un close grip en x8, tu vois, genre, ou alors il veut pas faire son CBSS. Je sais pas, je vais lui mettre des fentes à la safety bar, tu vois, genre, il y a toujours un truc comme ça à faire, mais quelque part, faut aussi rappeler que la demande nerveuse, c'est très taxant en fait de s'entraîner spécifique, et c'est un peu faux de se dire bon je fais pas mes renfos, mais du coup je peux augmenter mon spécifique, dans le sens où la demande nerveuse, ça va demander une énergie qui est pas la même en fait. Moi typiquement, tu peux pas m'enlever, je sais pas, mon leg extension et me rajouter 3 séries de squats, tu vas juste me tuer en fait. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi à certains athlètes, c'est que, ok, déjà ça, factuellement, prends-le en compte, mais surtout t'es débutant, donc ta capacité de travail n'est pas, tu peux pas. En ce moment, il y a des modes, tu vois, genre c'est s'entraîner tous les jours ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai vu vite fait ça. Moi, je suis là, mais les gars, les gens qui font ça, ils ont pas la même capacité de travail que vous, genre. Et il y en a, tu vois, après, c'est une question aussi d'éducation et d'expérience. Tu vois, genre, la personne, elle n'est pas encore éduquée parce qu'elle est débutante, dans le sens où elle sait pas à quoi elle s'expose et elle s'en rendra compte plus tard. Mais c'est vrai que c'est un peu désolant de voir ça, quoi. Ouais, et puis c'est bête, mais pour rebondir sur ce que tu dis, il y a tellement, je trouve, de charge mentale, je disais tout à l'heure, sur un développé couché, que autant mettre quelque chose qui est beaucoup moins taxant, rien que mentalement, en fait. Comme il y a des cues techniques à appliquer, etc., par le coach, je trouve, quand on est débutant / intermédiaire, on a tellement de choses dans la tête auxquelles penser que sur un DC halter, on va débrancher le cerveau et juste pousser, renforcer, alors que sur un bench, même en close grip, etc., on va se dire, mais il m'a demandé de faire ça, faut que je pense à ça, aligner, machin. C'est ça, ouais. C'est clair. Je suis d'accord. Vraiment d'accord. Du coup, vous, pour rebondir un petit peu sur ça, ce serait quoi les rôles principaux de la place des renforts? Parce qu'on en a donné quelques-uns, mais si peut-être on le séparait un petit peu plus et que les gens aient une idée un petit peu plus claire, du coup, et ça permet d'argumenter de pourquoi il faut en avoir. Ok. Est-ce qu'on donne une définition? Renfo, c'est tout ce qui est hors variation et comp. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais. C'est tout ce qui n'est pas du squat, du bench, du deadlift, sous toutes ses formes. Alors, forcément, un bench halter sort du complift, mais on va dire sur la version avec le setup de base, quoi. Ok, ça marche. Enzo, tu veux que je commence? Vas-y, comme tu veux, j'ai des choses aussi à dire. Ok. Déjà, partons du principe simple que plus tu as de muscles, plus tu peux recruter, je crois que c'est des unités motrices, et donc plus tu peux produire de force, tout simplement. Ouais. Donc, t'as jamais vu. Alors, remettons dans le contexte. Bien sûr, sur les réseaux, tu vas avoir des moins de 53 qui soulèvent, je sais pas quoi. Bon, les gars, il y a une question de levier. Il y a aussi des choses qui se jouent au niveau du système nerveux. On va dire que la force, c'est pas quelque chose qui se voit au premier abord. Maintenant, je vais vous prendre un exemple. Prenez un monsieur Olympia ou je ne sais quoi. Le gars, il a jamais fait de power ou je ne sais quoi. Il s'entraîne en rep partiel et il n'est pas du tout optimisé pour être fort en fait. Mais le mec est tellement gros, genre il a tellement de muscles que je voyais la dernière fois Sebum qui faisait un triplé à 300 en tradi. Genre parce que justement il est super musclé et du coup qui peut recruter tellement de muscles qu'il peut produire une force qui est conséquente. Et en fait, si juste tu pars de ce postulat-là, mais fais tes renfos, chef. Tu n'auras même pas besoin de bosser ta technique, tu n'auras même pas besoin d'accumuler du momentum ou je ne sais quoi. Fais tes renfos, tu vas prendre du muscle, tu vas devenir plus fort automatiquement. Enfin, si juste les gens mettaient ça dans leur tête, ça serait vraiment génial. Maintenant, il y a aussi la question de les catégories. Il y en a, ils se restreignent énormément dans leur catégorie, donc ils font pas les renfos parce qu'ils ont peur de prendre de la masse et du coup de se retrouver à faire plus 5 kilos, etc. C'est peut-être que tu en as besoin, tu vois. Genre, à ce point-là, toi, il y a des gens qui se restreignent sur les renforts. Bien évidemment. Oui, bien évidemment. Il y a des gens, ils se restreignent, tu vois, genre au quotidien, ils se disent, j'ai pas envie de monter dans la caté du dessus, donc je vais pas faire mes renfos, ça sert à rien, ou je ne sais quoi.
Moi, j'ai entendu plein de fois ça, mais j'étais là, mais du coup, si tu ne fais pas tes renfos pour pas monter dans la caté du dessus, ça veut dire que si tu faisais tes renfos, tu atteindrais peut-être ta capacité maximale au niveau du potentiel musculaire. Donc, ça veut dire que tu n'es pas du tout optimisé dans ta caté. Mais il y a cet aspect de minima, je sais pas, enfin, tu vois. Qui ne veut pas devenir musclé aussi, tu vois. Non, mais c'est ça. Genre, bref, du coup, pour moi, c'est vraiment la base des assistants, c'est devenir plus musclé pour devenir plus fort, tout simplement. Et après, voilà, si on peut rentrer dans les petits détails, on va parler aussi de la capacité à créer de la structure. En fait, il y a un exemple qui est simple. Tu veux squatter 200 kilos, mais tu n'arrives même pas à marcher avec 200 kilos sur le dos. Typiquement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si ta structure n'est pas prête à encaisser une charge en mouvement, en statique, ça va. Enfin, si en statique tu n'y arrives pas, en mouvement ça va être compliqué. Typiquement, tu veux faire du deadlift à 300 kg, mais t'es même pas foutu de faire des farmer roll qui a 50 kg par main. Pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi qui se blessent en faisant du SBD only, parce qu'en fait, tu as une grosse adaptation nerveuse, mais structurellement, derrière, il n'y a rien. Les tendons, ils sont pas prêts, les cartilages, ils sont pas prêts, musculairement, il n'y a rien. Donc, en fait, ils font un mouvement qui sort un petit peu de l'axe. Il n'y a pas de masse pour retenir le mec, et du coup, il se pète, tu vois. Techniquement, un exemple tout bête. Moi, j'ai un gars, en plus, c'est trop marrant parce que moi, j'aime bien mettre une séance où les renforts vont être beaucoup plus préhables, en fait. Typiquement, Copenhagen, Pal of Press, etc. Donc, ce gars-là, je lui avais mis son Pal of Press en plus, tu vois. Parce que je me suis dit, tu sors d'un rack un peu pété, tu sors ta barre, tu tapes contre le rack, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un petit shift, tu vois, tu peux vite te faire mal parce que tu sors de ton axe. Ce gars-là, du coup, moi je savais qu'il y avait des risques parce qu'il squattait très très large, il avait une stance très large. Donc moi, je sais ce que c'est de taper le rack et voilà. Donc je lui ai mis un bon pal of press pour le renforcer sur un axe différent, etc. Le mec le fait pas, bien évidemment, parce que pendant toute la programmation, moi je vois s'il rentre une charge ou il rentre un temps ou je ne sais quoi, s'il n'y a rien de rentré, j'en déduis qu'il ne le fait pas. Ce qui était le cas. Le mec en fin de bloc sort une barre au squat, il tape contre le rack avec sa barre, il se tord du coup d'un côté. Je ne sais pas ce qu'il a eu, je crois, il m'avait dit qu'il avait eu une sorte d'hernie ou je ne sais quoi, mais une bête de blessure. Et moi j'étais là en mode, tu sais que il y a un monde où en fait tu avais juste fait ton petit renfo là, tu te serais donné sur ce renfo, peut-être que ton corps en fait aurait été renforcé sur cet axe là, tu vois, et que typiquement tu aurais pu ne rien avoir en fait. Ouais, c'est clair, ou minimiser du moins. Ou minimiser, non mais bien sûr, bien évidemment, on peut jamais rien prédire, mais cette petite différence en fait, et les gens en fait ne prennent jamais en compte cet aspect de et si je sors de mon axe, et si sur mon ARM, je sais pas, il y a mon pied qui glisse de la dalle. Je me retrouve à avoir l'adducteur qui se tend de fou. Oh merde, j'ai pas fait mon Copenhagen plank, je suis mort. Genre, je sais pas, je sais pas. Mais du coup, moi j'avais ce témoignage-là et qui est super intéressant, c'est que oui, il y a du coup la question de muscle, mais il y a aussi la question de structure, de sortir aussi de l'axe traditionnel entre guillemets, bosser sur des axes différents. C'est l'aspect prophylactique qui est souvent délaissé chez beaucoup d'athlètes. Donc, mais ça, du coup, on le retrouve aussi beaucoup sur tout le mouvement préparatoire, qui parfois, moi, je vois beaucoup de personnes qui, donc ça sort un petit peu de ce qu'on dit en termes de renfort, mais tous les exos comme ça d'assistance, pour moi, ont une place importante dans la préparation de l'exercice. Et je vois trop d'athlètes qui arrivent à la salle, ils se mettent direct sur le squat, tu vois. Parlons-en. Enzo, si tu veux nous parler un petit peu, vu qu'on a fait un peu le tour à ce niveau-là, toi, est-ce que tu places du renfort dans ton échauffement ou pas? Genre, tu vois un peu cet aspect de… Pour revenir, répondre à la question de Brieux, du coup, moi, le renfort, je le vois sous deux gros axes. Tu as la préhab, la réhab et l'hypertrophie. Et du coup, dans l'hypertrophie, je le reclasse en deux fois. J'en avais déjà parlé avec Brieux il n'y a pas longtemps. Quand tu connais un exercice par cœur, pour moi, que tu cherches à faire du muscle dessus, tu pousses le truc à fond. Tu n'as pas besoin de 3 à 4 séries, mais plus de 1, 2, 3 max. Et là, tu pousses le truc. Je sais pas, tu parlais de leg extension tout à l'heure, tu cherches à faire du muscle, tu pousses le truc. À contrario d'un renfort quand même hypertrophique, mais où tu cherches à répéter un format, quelque chose, typiquement du RDL, maintenir ta position, pas aller à l'échec pour pas enrouler les épaules, d'autres choses. Il y a pas mal de choses, je sais pas, dans le street, les tractions, les répéter. Et donc voilà, c'est ces deux parties-là. Mais du coup, oui, je fais du renfort en échauffement, j'ai ma routine d'échauffement, des choses qui me mettent à l'aise. Forcément, je fais un peu de goblet squat, des fentes. Donc oui, forcément, j'ai du renforcement, quoi. Mais sinon, c'est vraiment pour me préparer à l'effort. Donc du renfort, oui et non. Ok, donc donc t'appuies bien sur le fait que le renfort, c'est
Une famille entière, c'est plusieurs choses qui sont dissociées mais qui font partie de la même famille, ouais. Bah, c'est tout, on disait au début, j'étais d'accord avec vous, c'est tout en dehors des complift et des variations, pardon. Donc forcément, ça faut tout regrouper ce qu'on fait en dehors de ça. Ok. C'est ça, après, ça dépend à quel moment tu vas le placer, et en fonction de ce moment-là, il va pas avoir le même rôle. Ah, tu fais quoi? Ouais, ok, c'est intéressant. Je veux bien qu'on en discute de ça au niveau de la planif. Comment vous abordez, vous, les assistances, les changements et tout ça? T'as plusieurs points selon moi. Tu vas avoir ton mouvement d'assistance ou ton renfo, qui pour moi va pas être, je vais pas l'appeler forcément renfo, mais qui va me servir dans le move prep. Je te reprends l'exemple donc de mon mec qui a un problème de bracing ou un problème de tension, on s'en fout, sur son squat. Dans son mouvement préparatoire, au lieu de lui mettre un leg extension pour s'échauffer les genoux, je vais lui mettre un gobelet squat en tempo, beltless, par exemple. Ça permet d'avoir une bonne activation du corps, une activation globale des chaînes qui vont être engagées, quadriceps, ischio, fessier, aussi le upper, parce qu'il faut maintenir ton halter pour ne pas te faire embarquer. Donc ça va être vraiment la partie mouvement préparatoire. Après, tu peux avoir tout ce qui est renfo pour apporter de l'hypertrophie. Par exemple, je sais pas, je fais 4 séances dans la semaine. Ma séance 2, juste après, j'ai un jour off. Donc, j'ai pas de bench, par exemple. Pourquoi pas mettre un gros exo renfo pec, et là, tu vas vraiment pousser l'intensité parce que tu sais que le lendemain, tu ne rebenches pas. Donc, tu auras le temps de te récupérer. Et après, tu peux avoir aussi l'exo de renfo. Par exemple, là, tu vas mettre une chaise presse la veille de ton bench pour avoir, par exemple, plus de tension passive. En fait, tu vois, tu as aussi ce problème-là dans l'autre sens. Je reprends l'exemple finalement de mon squat. Mon athlète, le vendredi, fait son squat lourd. Il a des problèmes de tension. Pourquoi pas la veille mettre un exo qui va justement travailler les muscles des jambes, par exemple des fentes bulgares, par exemple du gobelet squat, du front squat, de la presse, peu importe. Peut-être avec une intensité qui sera un peu en dessous. Donc, je dis n'importe quoi, un RPE 6, 7, c'est-à-dire le faire s'habituer à cette stimulation, pour qu'en fait, le lendemain, il arrive un petit peu plus tendu, un petit peu plus sous tension sur ses muscles-là. Vous avez tous ressenti, quand vous faites une renfo, vous faites vos pecs, le lendemain, tu es un petit peu plus tendu au niveau des pecs, mais ça peut parfois aider les athlètes, justement, soit avoir une meilleure proprioception, soit dans un problème de tension, tout simplement, le muscle est un peu plus rigide, donc il va t'aider à être un petit peu plus rigide sur ton mouvement, et tu peux aussi avoir un bon transfert. Ça, c'est une méthode que j'ai appris beaucoup avec Alexis, et que ça m'arrive souvent de mettre. Et honnêtement, ça fonctionne bien. Quand tu arrives à bien habituer ton athlète, j'ai jamais eu de retour sur investissement négatif. Ça permet d'être bien résilient, ce que tu fais, je le fais en grande partie. Mais je trouve que c'est important, ça c'est un point clé dans l'entraînement. Vraiment, fermer sa bouche et faire les choses, et ça permet d'être moins frileux, tu vois. C'est con, on en a beaucoup pour parler d'une petite tendinite, tendinopathie au quadriceps, par exemple. Un renfort jambe la veille, du leg extension, histoire d'être bien à l'aise. Moi, il y a un moment, le dimanche, et je le faisais une petite séance, une séance entre gros guillemets, un mixte avec pas mal de choses, beaucoup d'exos de réhab sans vraiment juste stimuler les tendons, les articulations. Et j'étais tellement en forme sur mon SBD du lundi. Ouais. Moi, Pardon, ouais, je voulais finir en disant vraiment que faut bien prendre en compte que plus tu t'entraînes et plus tu vas récupérer. En fait, c'est-à-dire que ton corps, plus tu vas lui donner et plus il va réussir à récupérer vite. Et ça, c'est aussi du coup un bon moyen de faire récupérer un athlète qui a des douleurs, par exemple. Tout simplement, il a des douleurs de genoux. La veille de son squat lourd, pourquoi pas mobiliser un petit peu la zone, par exemple, avec un leg extension, avec un high range, donc tu vois, je sais pas, 15-20 reps. Assez léger, RPE 6, 7, vraiment pas pour se cramer, mais pour mobiliser la zone. Et le lendemain, il va quand même avoir un bon retour sur investissement en peut-être limitant les douleurs parce que ça leur a fait récupérer tout simplement. Donc, c'est aussi un truc qui prépare les mouvements de compte pour moi. Ok, moi, cette méthode, j'aime bien l'utiliser sur mes tapers. Généralement, sur le taper, tu descends quand même bien le volume et l'intensité. Enfin, ça dépend avec qui, sur qui tu fais ce taper, mais généralement c'est ça. Et moi, j'aime bien une petite séance entre guillemets pour justement créer une petite fatigue qui va induire une tension passive pour la compétition la veille de la comp. À base de renfo RPE 8 avec un rep range assez élevé. Et généralement, ça marche bien parce que moi, ce que je vois le plus en compétition, c'est l'athlète qui arrive un peu trop frais, entre guillemets, dénué de tension, etc. Et en fait, qui n'arrive pas
performer parce que sa production de force et sa tension, enfin sa mise en tension générale est pas bonne. Donc j'ai l'impression que ça marche plutôt bien à ce niveau-là. Donc, mais ouais, c'est vrai que il y a cet aspect de toujours les gens ils pensent que je fais des grosses assists, donc ça va me fatiguer pour mes complifs. Non, il y a aussi l'effet inverse. Ça va être bénéfique parce que justement ça va induire une fatigue qui est positive quelque part. Bah, ça dépend de l'intensité que tu vas y mettre. Ouais, ça, on peut en venir de comment vous allez programmer l'intensité dans le programme en fonction des périodes et du coup des objectifs. Des objectifs, par exemple, les 3 que je viens de citer, comment vous les organisez. Ça peut être intéressant d'en parler. Déjà, on est d'accord tous les 3 sur le fait que chaque renfo a son utilité. Donc, comme on l'a dit, le renfo pour créer une tension passive, le mass builder, donc pour vraiment créer de l'hypertrophie, le renfo préhab-réhab, donc en fonction du besoin spécifique de l'athlète. Préhab qui sera un peu moins spécifique dans le sens où préhab, on a tendance un peu à le faire pour tout le monde, et réhab, ça va être spécifique. Toutes ces assists vont avoir du coup un effet entre guillemets mécanique différent sur le corps, même si tout se rejoint quelque part, il y a une adaptation, donc il y a une hypertrophie quelque part, que ce soit au niveau du muscle ou même les tendons qui se renforcent, etc. Donc sur ce point-là, on est d'accord. Maintenant, je pense que on va pas peut-être avoir la même façon de programmer. Moi, je veux bien commencer. Je vous dis comment je programme et alors, bien évidemment, c'est pas je vais dire en général ce que je fais, parce que c'est le principe de l'individualisation, on fait pas la même chose avec tout le monde. Mais en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un renfo très simple. Quand on parle de... ok, je vais mettre par catégorie. Donc, quand je prends un mass builder, je vais prendre un renfo très simple à mettre en place, où la personne est le plus stable et la plus stable possible. Donc, typiquement, un renfo, je sais pas, je prends un renfo que j'aime bien, c'est du lag pull down. Tu te mets sur ta poulie, tu te cales sur ton banc avec tes sangles et juste tu tires comme une brute en tension et en fait tu t'arrêtes quand t'as plus de rep, quoi. Donc ça, techniquement, c'est le genre d'exercice que j'aime bien programmer. L'athlète, il a pas besoin de se casser la tête à se dire ok, après ma séance je vais faire un pendlero, je vais me mettre là, je vais avoir mal au dos à la fin de la séance, je suis obligé de charger ma barre, etc. Non, il a juste à se mettre dans son vis-à-vis poulie, il set up et il est bien et il fait son truc. Donc ça, c'est techniquement ce que je vais programmer à l'année, avec une intensité qui va fluctuer uniquement sur ma phase de taper. Donc, quand mon taper arrive, je garde le renfo et je vais juste descendre l'intensité pour enlever tout simplement un peu de fatigue et amener une surcompensation. Mais c'est un renfo qui va rester identique toute l'année et le rep range, en fait, il va être modifié uniquement si l'athlète stagne sur le format. Donc techniquement, voilà, je vais donner. Alors ça, je l'ai fait, j'ai arrêté et je le refais en ce moment. C'est donner une fourchette sur les renforts parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux avec certains types d'athlètes qui ont besoin justement de se donner à fond et qui vont vraiment à fond dans l'effort, tandis que d'autres, bon, simplifiant. Bref, on va se perdre. Ouais. Du coup, ça va être exercice très stable pour construire de la masse et format linéaire sur l'année, intensité linéaire, mis à part sur la phase de taper, et pourquoi pas en intro où je descends aussi peut-être l'intensité. Les exercices du coup de préhab, ça va être des formats, un peu plus for time. J'aime bien donner un temps donné sur ce genre d'exercice pour pas rentrer dans... C'est un peu relou et redondant, par exemple, de faire du pall-off press en série. Moi, j'aime bien donner un temps, comme ça, la personne peut se challenger avec un poids et il y a le côté adhésion. Donc, le préhab, ça va être sur ce genre de format. Et ça va pas être à l'année parce que je vais, par moment, prioriser le côté spécifique renfo que le côté préhab. Préhab, ça va être là surtout sur des blocs d'intro, de construction, on va dire, même si j'aime pas trop les termes. Et par exemple, sur les blocs plus spécifiques, comme un bloc de picking, vu que je vais amener un petit peu plus de fatigue, souvent ça va switcher avec un exercice un peu plus demandant nerveusement et au niveau du muscle. Pour ce qui est réhab, forcément ça va être individuel, donc ça c'est quelque chose qui est souvent ponctuel et qui amène un exercice de préhab après. Pour regarder cet aspect de t'as eu un problème à un moment, c'est pas quand il est réglé qu'il faut que tu arrêtes de bosser dessus, quoi. Ouais, tout simplement, ouais. Et après, du coup, il y a l'exercice qui est pas forcément opti pour construire de la masse parce que l'incrémentation va être compliquée, etc. Typiquement, le gobelet squat, on est tous limités au bout d'un moment. Enfin, il y a un facteur limitant. Et cet exercice-là, justement, je vais le programmer pour justement répondre à une problématique. Typiquement, gobelet squat pour le corps, CORE,
je sais que l'athlète, il va pas pouvoir incrémenter au maximum, donc on va pas aller chercher une surcharge progressive incroyable, parce qu'au bout d'un moment, il va être limité. Mais je vais lui mettre un très gros tempo, déjà pour le limiter au niveau de la charge, mais surtout avec un objectif derrière cet exercice. C'est techniquement, tu fais ton gobelet squat déjà profond, tu te concentres vraiment sur le fait d'avoir une trajectoire linéaire de A à Z. Enfin, tu lui donnes en gros, tu lui donnes une application qui doit bosser sur son Exactement. Exactement. Mais cet exercice-là n'aura pas pour objectif de construire des gros quads, mais pour vraiment bosser sa tension au niveau du corps. Et voilà. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je programme. Et ces exercices-là, du coup, ils vont avoir aussi une programmation assez linéaire sur l'entièreté des blocs. Donc, pour globaliser, on va dire que mes blocs au niveau des renforts se ressemblent. Il n'y a pas trop de variation au niveau de l'intensité et du rep range. C'est vraiment en fonction du moment où il n'y a plus d'intérêt ou alors tu stagnes sur le mouvement que je vais modifier. Voilà. De toute façon, ça va être vachement important de garder des blocs de renfort assez longs, parce que on sait très bien que tu as une adaptation déjà qui est de l'ordre du schéma moteur qui prend plusieurs semaines à se faire. Souvent, on dit entre 4 et 6 semaines sur des exos que soit tu n'as jamais fait, soit que tu as très peu fait ou il y a longtemps. Donc, ceux qui changent de renfort à chaque bloc, arrêtez les gars. Non, mais il faut que tu appuies. Pas dessus, quoi. Non, mais appuie sur ce que tu dis, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est de renvoyer un nouveau bloc à un de mes athlètes. Souvent, c'est dans les débuts de suivi, et qui me disent il n'y a pas de nouveauté, ou moi, je suis là, mais chef, est-ce que tu es au courant que tu vas mettre au moins 4 semaines à savoir bien exécuter le mouvement que je viens de te demander, et que je vais trop demander de changer? Il n'y a pas de sens. C'est parce qu'en fait, les gars se voient tellement vite progresser parce qu'ils s'améliorent techniquement. Ils se disent, non, j'ai envie de rechanger, comme ça, je vais refaire pareil. Mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas l'aspect psychologique où, mec, au bout d'un moment, c'est dur, et c'est quand c'est dur que tu progresses, quoi, tu vois. Donc fume-toi sur tes renfos. Ouais, déjà, je les vois pas, les vidéos des renfos. Hein. Et en fait, c'est le moment où tu commences à arrêter de progresser qu'il faut garder tes renfos. Parce que c'est là où, l'impact, il va être réel, tu vois. Et c'est là que je voulais rebondir, où c'est flagrant, mais tu as 2 écoles, hein, le SBD only et les renforcements. Mais c'est primordial, en fait. Et j'entends énormément de personnes ces temps-ci qui vont give up parce qu'ils ont vu des mecs beaucoup trop jeunes sur Instagram, sur les réseaux, soulever des trucs beaucoup trop lourds. Et je discute avec énormément de mecs et j'arrive tout le temps à les contredire, et je les comprends pas du tout. La mentale, en fait, c'est des mecs sur Internet, ils vont les voir, ils les connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Si ça se trouve, c'est des mecs qui ont juste percé en 3 mois et qui ne vont jamais refaire de force de leur vie parce qu'ils se sont blessés, parce qu'ils n'ont pas eu d'appétence, parce que pas mal de trucs, tu vois. En fait, charbonne, fais ton renfort et donne-toi le temps, prends le temps d'adapter, quoi. De toute façon, les gars, on verra là, le powerlifting, c'est un sport super jeune. Les anciens, on va dire, ils ont 10 ans derrière eux et maximum 10 ans de powerlifting, pour les plus anciens, quoi. On va voir dans 5-10 ans qui sera encore là déjà. On verra les méthodes du coup des personnes qui sont encore là. C'était quoi leur méthode? Parce que bien évidemment, il y a le côté il y en a qui vont arrêter parce qu'ils vont se rendre compte que c'est un sport qui est redondant. Mais il y en a surtout qui vont arrêter parce qu'ils vont être flingués de partout. Techniquement, votre corps, au bout d'un moment, il va vous montrer ses limites. Et pour aller au-delà de ses limites, il va falloir pousser encore plus des formats qui sont ultra taxants. Si aujourd'hui, vous vous entraînez 7 sur 7 en SBD, vous allez faire comment quand vous allez commencer à stagner? Vous avez déjà abattu toutes vos cartes. Vous êtes ultra spécifique. Des séries, moi, j'ai entendu dire. Non, mais c'est ça. À partir du moment où tu n'as plus de cartes en main, qu'est-ce que tu vas ajouter sur la table? Là, tu n'as plus rien. Tu es le plus spécifique possible. Tu n'as plus de jours d'entraînement. Faut ajouter un 8e jour à la semaine. Qu'est-ce que tu peux ajouter en plus? Ouais. Okay. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Enzo? C'est pas ma vision de la chose. C'est pour ça que, comme il demandait, Brieux, il faut que les gens ils soient sûrs de quand ils viennent avec moi, par exemple, pour prendre mon exemple. Mais oui, parce que c'est ma manière de véhiculer la chose, je la véhicule pas autrement. Oui, on fait de la force, on veut progresser sur les 3 mouvements, mais il y a plein de choses qui nous aident à ça, et que ce soit sur le court, sur le moyen ou sur le long terme, tu vois. Et pour moi, c'est invraisemblable de pas aller faire un superset de bras dans la semaine. Sachant que si tu restes super spécifique, ta seule flexion de bras, c'est au développé couché, tu vois, et ton extension. Donc, ouais, mais apparemment, les biceps, ça sert à rien sur le power. T'as 2 visions de la chose. Je suis d'accord qu'il faut pas les bombarder, il faut pas cibler dessus à la Non, mais c'était satirique. Je suis clairement d'accord avec toi. Il y a un moment, il faut bouger dans tous les axes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, même que ce soit pas dans le seul but de, on en parlera, je pense, dans la suite du podcast, mais de lâcher prise. Sur juste le fait de varier l'entraînement, en fait, tu vois, c'est sur la question de d'adhérence. Exactement, c'est une question qui revient depuis des semaines, mois,
Mais l'adhérence, c'est super important, mais pas que. C'est même pas que pour ça qu'on va faire des biceps, des élévations latérales, mais parce que ça sert aussi à construire un physique et le corps, comme tu parlais de Alexis avec Brio notamment. Tu vois, moi, je suis partisan de cette idée-là, un peu indirectement, sans vraiment y penser, mais c'est important, en fait, juste d'être solide et de réagir à beaucoup de choses, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, toi, Enzo, est-ce que au niveau de l'intensité, parce que toi, je sais que tu as tendance du coup à utiliser des intensités assez hautes sur tes exos de renfo, est-ce que en fonction du type d'exo, tu as une variation d'intensité? Est-ce que tu mets la même partout? Est-ce que, enfin voilà, comment tu gères l'intensité sur tes renfos au fur et à mesure d'un bloc type et par exemple aussi, comme Maximilien le disait, autour par exemple du taper, parce que c'est là où je pense que tu auras la plus grosse variation au niveau des intensités, peut-être des volumes. Donc toi, tu gères ça comment? Grosso modo, déjà, ça dépend. On fait de l'individualisation, comme tu disais tout à l'heure, et du coup, ça va dépendre de la tête, de comment on réagit à ça, de comment il récupère, de combien d'entraînement il a, du coup, de sa programmation, en fait. Donc, ça va dépendre. Forcément, il y a des exercices qui sont beaucoup plus taxants. Aller faire des bras ou du leg extension, du leg curl à l'échec, c'est beaucoup moins taxant et forcément beaucoup moins spécifique que d'aller faire des exercices, comme tu disais, qui se rapprochent énormément du développé couché, comme le développé couché halter. À savoir que forcément le haut du corps récupère beaucoup plus que le bas du corps, donc faut faire gaffe sur des exos taxants, je sais pas, du hack squat, de la presse, du RDL, ça va dépendre encore une fois du profil, de comment l'athlète sait se donner sur l'exercice, de la dynamique qu'on a créée dessus. Si tu changes de renfort toutes les 3 semaines, encore une fois, ça va pas le faire, tu peux pas créer de dynamique et tu peux pas vraiment pousser l'exercice, tu vois. Genre un athlète qui au bout de 3 semaines te dit ouais je suis RPE 10, au final tu le pousses, j'ai eu le cas avec énormément d'athlètes, tu le pousses et des semaines après, c'est pas qu'il a énormément progressé, c'est qu'il a appris l'exercice et il a appris à se surpasser, quoi. Ça, c'est la photo marketing, c'est qu'on a trop eu tendance à voir, entre guillemets, des programmations, comment je pourrais appeler ça, des programmations qui sont tout droit sorties de la jungle amazonienne. Le truc de je fais les choses différemment, tu as toujours de la variété, donc ça veut dire que je suis un bon coach. Le mec, plus ton athlète est perdu dans ta programmation, plus en fait t'es un bon coach. Parce que le mec, en fait, comprend rien. Le mec comprend rien, il doit se dire, oh putain, c'est un génie, mon coach, il me fait des trucs de fou. Alors que, en fait, quand tu te fais coacher de façon correcte, c'est tellement, en fait, bon, bien sûr, il y a des choses qui sont compliquées à comprendre quand t'es pas dans la tête du coach, mais c'est tellement évident que t'as même pas cet aspect de, ah ouais, trop bizarre ce qui me fait faire le coach, c'est trop cool. Non, genre, vu que c'est simple et que le mec va à l'essentiel, tu peux ne pas avoir les connaissances d'un coach, tu peux facilement le comprendre. Mais justement, en fait, aujourd'hui, pour vendre un programme, la plupart des gens tombent un peu dans cet effet de je vais trouver la chose, la nouvelle chose, la méta. Je pense en ce moment, ça parle beaucoup de single post fatigue, les trucs comme ça. Enfin, en fait, dès qu'il y a une nouvelle méta ou un truc comme ça, les gens vont sauter dessus alors qu'ils n'ont jamais testé la chose, donc ils savent pas comment les gens y réagissent et ils vont directement j'ai pas envie de dire des termes un peu péjoratifs, mais comme ça, branlette intellectuelle quelque part. Et ça m'énerve parce que quand tu regardes une bonne programmation, c'est une programmation qui va à l'essentiel, qui est simple, qui est linéaire, qui sait s'adapter par contre quand l'athlète en a besoin. Donc typiquement, en fait, quand il y a un changement sur la programmation, l'athlète le comprend directement parce qu'il sait pourquoi il est là. Moi, j'aime bien faire ça quand je renvoie un bloc. Généralement, je dis, écoute, voilà, le plan, tu le connais, maintenant, j'ai adapté à ce niveau-là, là, et le mec, en fait, il a toutes les infos d'un coup, il sait pourquoi j'ai mis ça en place, et il est carrément en adéquation avec moi, parce que c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Mais c'est en lien avec ce qui se dit ces temps-ci, ça revient beaucoup ces temps-ci, je vois qu'il y a autant d'athlètes que de coachs, et c'est vrai, et du coup, au détriment de la qualité intrinsèque, je dirais, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas critiquer ou quoi, il y a énormément de manières de faire et chacun. On peut critiquer parce que c'est un métier. Tout le monde aujourd'hui n'est pas juge d'instruction, hein, sinon le monde serait. Ouais, bien sûr, je disais ça parce que moi, j'aime pas aller critiquer le coach voisin, on va dire, ou des fois, forcément, tu récupères un athlète. Oui, mais s'il n'est pas coach. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas tant de coachs que ça. Hein. Il y a juste beaucoup d'athlètes qui coachent, mais c'est pas des coachs, tu vois. Se renommer coach sportif sur Instagram quand t'es pas diplômé, bon. Tout le monde peut aller dans modifier ma bio, mettre coach, et déjà, c'est quelque chose de plutôt simple. Donc, ouais. Mais oui. C'est un autre débat. Mais du coup, ça rejoint ce qu'on se disait, c'est qu'au niveau de l'hypertrophie, allez à l'essentiel, choisissez un exercice qui vous correspond à vous et démontez-vous sur ce format jusqu'à que mort s'en suive quelque part. Voilà. C'est ça. C'est important surtout, essayez de savoir pourquoi vous faites votre info.
À quelle problématique il répond? Exactement ce que je dis. Il faut savoir pourquoi. Je dis tout le temps, il faut savoir pourquoi tu fais un truc. Ça sert à rien d'aller te pondre un truc, comme tu dis, Maximilien, d'aller regarder sur Instagram, de voir une single fatigue, sans savoir pourquoi tu la mets, dans quelle dynamique, dans quel but, savoir où ça s'inscrit, en fait. Tout ça. Et il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Il faut juste se poser les bonnes. Et... Bah, tu chopes ton coach par son callback et tu lui dis pourquoi tu m'as mis ça. Et ensuite, tu mets sur ChatGPT, tu mets la réponse, tu dis à ChatGPT est-ce qu'il ment. Et ensuite, tu sais. Ça devrait être bon. Non, mais ouais, allez à l'essentiel et comment dire, tout simplement, répondez, enfin, donnez à votre corps ce stress dont votre corps a besoin en fait pour y réagir. Genre les gens en fait ils connaissent pas la base des choses. La base des choses, c'est quoi? C'est stress contre réponse. Genre stress contre adaptation. C'est pour ça que moi, mon coaching s'appelle Hormez Process. Le processus de l'Hormez, c'est ça. C'est je donne à mon corps, enfin, je soumets mon corps à un stress qui ne dépasse pas sa capacité d'adaptation. Donc, typiquement, je ne vais pas faire un 10x10 à 80%. Je lui fais faire, je sais pas, un 5x5 à 75%. Mon corps est stressé, mais pas à un trop haut point. Donc, en fait, il se dit, je ne veux pas subir ça la prochaine fois, donc je m'adapte. Il y a un processus d'adaptation qui se met en place, nerveusement, structurellement, etc. Suite à ce processus, tu es donc plus fort sur le papier. Donc, c'est pour ça que tu vas pouvoir surcharger. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas tendre vers ton excellence. Et ton corps va tendre vers l'optimisation de ce que lui, de base, n'a pas envie de faire. Le corps est super feignant. Donc, si tu le stresses pas, ça va être l'effet inverse. Il va se dire, j'en ai pas besoin, je m'en placerai. C'est pour ça que faire ton 3x10 RPE sub 6 en assistance n'est que comment dire, temps perdu, quoi. C'est du temps perdu. C'est clair. Oui, je suis d'accord. Totalement. Tout simplement. Non, mais c'est pour ça qu'il faut remettre dans son contexte les choses. En fait, faut éduquer pour que l'athlète soit du coup lui-même conscient en fait de pourquoi il fait les choses. S'il comprend pas, c'est sûr que c'est compliqué. J'ai plusieurs athlètes, notamment un qui me suit depuis le début, mon frère que je coach, qui est aussi coach, qui a énormément eu besoin de savoir, de comprendre et qui m'a fait beaucoup avancer et apprendre dans mon boulot, dans ma pratique de coach, parce que du coup, ça m'a appris à naturellement en fait, aller expliquer aux gens et à développer des techniques pour les aiguiller naturellement sur comment ça se fonctionne, tu vois. Et comme tu dis, j'ai énormément de personnes que je coach qui, quand ils reçoivent leur prog, ils savent où on va en fait. Ouais, et ça aide à. Moi, je dis souvent dans la vie, j'ai besoin qu'on m'explique, qu'on comprenne. J'aime pas qu'on me dise bêtement de faire quelque chose et que je le suive. Et du coup, j'ai retranscrit ça dans mon coaching, dans le sens où si tu n'expliques pas à la personne, si tu ne l'aiguilles pas un minimum, elle est perdue. Tu lui dis de faire un truc pour le faire. En fait, si la personne elle fait du goblet squat au pif, 3 séries sans savoir pourquoi, peut-être qu'elle ne va pas les faire, peut-être qu'elle ne va pas y adhérer. Par contre, peut-être que si tu lui expliques que tu as la bonne manière de lui amener, elle va les faire volontiers, elle va en demander plus. C'est ça. Après, je pense que c'est pas forcément bon chez tout le monde de tout le temps expliquer. Parce qu'après, les athlètes, ils vont se mettre à surréfléchir et remettre tout en question, tu vois. Et c'est aussi ça, pourquoi tu prends un coach, c'est aussi pour te laisser drive, tu vois. Donc, il faut avoir le juste milieu entre lui donner les infos, mais en même temps, pas tout lui donner. Parce que sinon, après, je pense que moi, il réfléchit trop et il oublie de pousser, tout simplement. Justement, moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que j'ai tendance à beaucoup expliquer et beaucoup être dans le dialogue avec ces personnes-là, justement, parce qu'en fait, plus je leur explique, moins elles se posent de questions. Dans le sens où elles se disent, OK, j'ai compris. Et en plus, là, il m'explique tout ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que je suis pas dans le flou. Enfin, en gros, je sais où il veut m'amener, quoi. Tandis que si tu n'expliques pas, justement, la personne, elle va faire son zombie squat 3-0-0 et elle va être là, mais pourquoi il me fait faire cette supercherie? Est-ce que je serais pas mieux à faire un single post-fatigue? Tu vois, alors que tandis que si tu lui as expliqué, juste elle fait, quoi. Genre, par contre, je suis d'accord avec toi dans l'analyse technique. Moi, dans le retour technique, il y a certains athlètes, je lui dis, bon, aujourd'hui, il y a encore des points négatifs, mais on va juste faire un truc. Tu coupes le cerveau, tu pousses dans le sol et ensuite, on en reparle plus tard, tu vois. Sur ça, je suis d'accord. Ça rejoint un peu l'idée, mais il faut donner juste ce qu'il faut. En fait, c'est bien jauger le taux d'information que tu donnes. Et encore une fois, c'est de l'adaptation. Hein. Chaque athlète est différent et on individualise. C'est de la péda, ouais. C'est de la péda. Genre, si t'es pas pédagogue, c'est compliqué de coacher. Genre, honnêtement, c'est clair. Savoir s'adapter. Ok. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus spécifiquement des exercices d'assistance. J'en avais déjà discuté avec Nathan du Kaitsu, Nathan Gros, et c'était vachement intéressant. Mais vous, est-ce qu'il y a des exercices que vous aimez bien programmer
en partant, par exemple, en commençant par exercice bas du corps, genre, est-ce qu'il y a l'exercice type, quand vous recevez quelqu'un en coaching, c'est OK, je lui programme parce que pour mass builder ou je ne sais quoi, c'est un bon exercice que j'aime bien. Techniquement, c'est quoi votre expérience avec ça? Tu veux commencer, Enzo? Ouais. Des classiques, ça va dépendre des profils, mais globalement, le RDL, c'est quelque chose qui revient souvent, par Ouais. exemple. Le goblet squat aussi, comme disait Brieux, c'est des Bah, exercices, les deux qui sont. Je propose qu'on dise, je propose que tu dises un exercice et qu'on en discute parce que je pense qu'on a chacun une vision différente du truc. Mais vas-y, du coup, on commence par RDL. Ouais. Enzo, tu m'expliques pourquoi tu le prog et ensuite on fait un petit tour. Le hinge, c'est quelque chose qui est le soulevé de terre. Je dirais que c'est, si c'est pas le mouvement le plus compliqué des trois, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est souvent, moi, avec les athlètes que j'ai, la plus grosse problématique, on va dire. Du coup, le hinge, c'est un point central de tout ça. Et juste le travailler, même si c'est pas dans un pur sens hypertrophique, mais juste dans le but de capter ce que c'est et répéter, en fait, c'est super intéressant, je trouve. Ok. T'es d'accord avec ça, Brie? Au contraire, le RDL, c'est quelque chose que je vais pas forcer. En fait, là, si on part du principe que c'est un athlète que je connais pas, surtout qui est débutant, bah, finalement, c'est peut-être pas un exo que je vais placer directement. En fait, je vais peut-être attendre de voir un bloc, voir comment il bouge. Alors forcément, après, j'ai déjà eu des échanges vidéo, donc, mais la plupart du temps, je vais peut-être me concentrer sur un exo type leg curl, leg extension, assez peu d'impact nerveux. Comme ça, finalement, en termes de volume, bah, tu es sûr de ne pas le cramer. Tu vois. Je préfère commencer plus light et puis après, augmenter, réincrémenter un autre truc plutôt que peut-être commencer. Ok. Du coup, Brie a coupé. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je peux dire par rapport au RDL, c'est vraiment cet aspect de récupération. Si l'athlète peut récupérer facilement sur une flexion-extension de hanche, c'est un exercice que moi, je vais pouvoir programmer, hein, tout simplement parce que le RDL, c'est vachement bien justement pour travailler au niveau de la proprio du hinge. Donc, sur ce point-là, je suis carrément d'accord avec toi. Maintenant, faut pas oublier aussi que cet aspect de grosse tension au niveau érecteur du rachis, c'est quelque chose qui peut aussi pas mal limiter. C'est un exercice qui est quand même pas mal stressant à ce niveau-là et il faudrait que l'athlète, du coup, bah, soit c'est par exemple un deadlift secondaire, tu vois, et tu n'as que 2 deadlifts, donc tu as un comp et un RDL, donc ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Ou alors tu le mets en deadlift ternaire, tu vois, mais il faut vraiment que l'athlète, du coup, soit pas impacté au niveau de la zone rachis à cause de cet exercice. Parce que honnêtement, tu vois, moi j'ai énormément de mal avec le RDL. Genre, je peux pas monter en charge sans avoir des tensions. En gros, ma manière vraiment là dont j'amène le RDL, c'est je dis comme j'ai parlé tout à l'heure, le but c'est pas d'aller enrouler. C'est pas un exercice sur lequel dès le début on peut aller à l'échec et c'est très dur pour moi de le manier à 100% et de pouvoir le pousser comme il faut. Mais le truc c'est que j'initie beaucoup de personnes à la force et en fait c'est comme tu as dit l'une des meilleures manières pour moi en fait d'incrémenter un deuxième deadlift quand tu sens que c'est le moment. Et du coup, je vous parle pas d'échec, mais plus d'un format de en fait chercher de la répétabilité. Et c'est super important parce qu'au final, là, il n'y aurait pas de fatigue réellement accumulée sur la chaîne postérieure et tu vois, sur les flexions de hanches, en fait. Et du coup, c'est super intéressant. Ouais. Et il faut aussi voir ce que l'athlète lift de base. Si c'est un sumo lifter, si c'est un tradil, l'impact ne va pas être le même. Moi, je trouve qu'il y a un plutôt bon transfert d'un RDL vers un sumo, dans le sens où la flexion, extension de hanche n'est pas la même et on recrute pas exactement les mêmes muscles. Donc, ça peut être avoir un bon transfert sans induire une fatigue. Tandis que si on fait déjà deux tradis plus un RDL, là, ça commence à piquer. Il y a certains athlètes, j'aime bien tester, mais généralement, le format, soit il marche très bien, soit il marche pas du tout. Et du coup, c'est vraiment qui tout double, je trouve. Bah, tu vois, moi, mine de rien, j'ai quand même beaucoup de mes athlètes qui ont quand même du RDL, peu importe qu'ils soient tradis, sumo, effectivement, ça le volume qui va changer, la proximité de l'échec qui va changer. Et puis, même si le mec il pratique 2 tradis, pour moi, ça a quand même un intérêt de mettre du RDL, hein, parce que même que ce soit assez light, tu vois, 1-2 séries peut-être, il va quand même avoir tendance à travailler, tu vois, ses ischios dans une portion peut-être un peu plus étirée. Il y aura beaucoup moins de flexion de genoux. Ça permet de. Tension continue. Ouais, tension continue. Et puis, mine de rien, sur les tradis qu'on voit beaucoup, c'est un bas du dos qui est vachement enroulé, tu vois. Et rien que pour ça, en fait, l'intérêt, il est énorme parce que tu vas avoir déjà un transfert, c'est hyper spécifique pour un tradis. C'est vraiment, tu es dans la même position, juste à moins de flexion de genoux. Et le travail du corps est énorme. Donc, en fait, pour moi, le transfert, il peut être vraiment bon là-dessus, tu vois, quand tu le fais en backless. Ou pourquoi pas, si l'athlète a du mal à le tolérer, tu peux le mettre sur du snatch grip
en plus en Ouais, c'est ce que tempo, j'allais dire, ouais. la charge elle va être vachement faible. Et pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas le tolérer, tu vois. C'est juste enfin, réindividualiser l'exercice et trouver le bon ratio bénéfice-fatigue, en fait. Donc, Ouais. moi, honnêtement, j'ai quasiment tous mes athlètes qui l'ont. Il y en a certains qui ne l'ont pas. Mais sinon, je vais avoir un autre exo d'extension de hanche, par exemple, du GHD. back extension au GHD, voilà. Et même souvent, j'ai les deux. Même souvent, j'ai les deux. Ok. Mm. D'accord. Bon, on est plutôt d'accord, les gars. C'est cool. Ouais. Et ouais, je suis d'accord. J'aime bien cet aspect, moi aussi, variation dans le RDL, donc snatch grip ou dumbbell RDL avec un gros tempo excentrique pour justement limiter au niveau de la charge, donc limiter la contrainte, mais quand même induire cet exercice de tension continue et maximale sur les ischios. Et cet effet, du coup, propre au niveau du wind. Je suis plutôt partisan de ça. Même, tu vois, pour un athlète qui a un tradi, je reprends l'exemple du tradi, mais tu vois, ça peut être du coup assez taxant pour le bas du dos. Souvent, des athlètes qui peuvent être cassés un peu le lendemain leur terre. Ouais. En vrai, tu vois, avoir un RDL assez léger, alors high rep, oui et non, parce que tu vois, quand tu fais du 8 reps sur du RDL, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Mais en termes de récupération, ça permet de vachement irriguer la zone et tu vois, de la faire récupérer plus vite. Donc, en fait, ça dépend vraiment comment tu programmes. Est-ce que tu vas le mettre haute intensité, faible rep? Est-ce que tu vas mettre un petit peu plus de rep, plus faible intensité, mais du coup, là, elle aura vraiment un but de récupération. Tu vois, et en fait, pour moi, c'est pas un mauvais exo et je pense que tout le monde peut le tolérer et c'est juste, il faut trouver ce qui convient. Si effectivement, moi, j'ai un athlète qui peut le tolérer sur du lourd, let's go, tu vois, parce que je sais qu'il y aura un bon retour sur investissement. Par contre, peut-être qu'il y a un athlète qui a du mal à le tolérer. Ok, pas grave, on va mettre moins de séries, moins d'intensité, un peu plus de volume en termes de reps, et du coup, il va servir pour autre chose. Mais pour moi, ça sera jamais négatif parce que en fait, l'exo, il est tellement bien, tu vois, pour apprendre le hinge. Et pour moi, tu n'as jamais un hinge qui est suffisant, en fait, tu vois, parce que sinon, tout le monde tirait 350. Donc, les gars qui me disent, t'inquiète, mon hinge, il est fort, vas-y, tire 300, et puis après, on va voir si ton hinge est fort, tu vois. Ouais. C'est tout simplement. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Maximilien, tu disais il y a des athlètes qui vont préférer, je ne sais plus quel type d'exercice, tu disais que c'était beaucoup plus facile à faire. L'iliac row, que c'était beaucoup plus facile à aller setup et à faire qu'un RDL ou un goblet squat. Je trouve au final, c'est l'inverse. Moi, je travaille en salle commerciale et aller faire de l'iliac row à 18h, c'est impossible. Ah oui, non. Mais attends, tu donnes pas les. Garder sa barre de terre, tu vois, et enchaîner avec son RDL, ça, c'est super facile. Oui, d'accord. Ouais, non, j'avoue. Non, mais moi, j'ai cette vision de mec qui s'est toujours entraîné à 7h du mat dans les fitness parks ou alors dans des salles de power, tu vois. Donc, j'ai un peu une vision biaisée, certes, je l'avoue. Ouais. Mais du coup, ça va dire ça tout à l'heure. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi, j'évite de planifier beaucoup de Smith Machine, etc. Même si j'adore, hein, parce que je sais que c'est bondé à certains horaires. Donc, les gens, en fait, moi ils changent la prog de sens, alors j'optimise tout pour que, tu vois, ils changent le moins possible. Mais je suis d'accord. Moi, j'ai fait mon leg extension avant mes fentes bulgares parce qu'il y avait du monde. C'est ça. J'ai fait mon hip thrust RPE10 RPE10 avant mon sumo deadlift. Parce qu'il y avait du monde sur la barre, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Écoutez, moi c'est cool, je trouve, de faire muscle par muscle. Donc on va dire que pour les ischios, on est d'accord, RDL ou alors un leg extension, un leg curl, pardon. Assis. Moi j'aime bien assis, mais ok. Du coup pour les quads, vas-y Brieux, donne-nous ton exercice pour les quads que t'aimes bien. Programmer. Les quads, hein, comme j'ai donné comme exemple, moi j'ai toujours le leg extension. C'est une base qui est sûre, tu peux le mettre à tout le monde. Voilà, ça c'est pas mal, que ce soit en termes de donc masse musculaire, comme on disait, que ce soit en termes de récupération. Il y a trop d'intérêt sur cet exercice. Après, il y a quand même un gros intérêt sur les exercices globaux. Donc, moi, je pars toujours du principe d'avoir des exercices qui soient faciles à mettre en place et pour beaucoup de gens. Donc, en vrai, je dirais les fentes bulgares. Comme disait Enzo, c'est un bel exercice. Tu es vraiment sur de la poussée verticale, donc hyper transférable. Tu peux charger. Tu vas avoir cet aspect de corps aussi, hein, parce que en fonction de comment tu le mets, est-ce que tu mets une dumbbell, 2 dumbbells, est-ce que tu le fais avec une barre ou pas, en fait, c'est tellement complet et à la fois, tu vas faire de la masse, à la fois, tu peux progresser en termes d'adaptation nerveuse et aussi, peut-être de renfort au niveau du gainage. Ouais. Moi, je te rejoins sur les BSS, mais moi, je les prog justement à la Smith Machine quand c'est possible pour cet effet, du coup, stabilité et incrémentation infinie, parce qu'en soi, dumbbell, t'es vite limité aussi, hein. Mais c'est pour ça, après, pourquoi pas passer avec une barre ou avec une SSB? Ouais, mais barre, t'as toujours ce problème d'équilibre, tu vois. Pour moi, je cherche le confort.
le confort avant tout. C'est pour ça qu'en fait, moi, justement, je vais avoir tendance à programmer, tu vois. Parce que, en fait, dans les 3 aspects qu'on a donnés, moi, j'aime bien qu'il y ait toujours un peu des 3. Et justement, vu que j'aurai beaucoup de leg extension, je pense qu'on est souvent, nous 3, on doit avoir beaucoup de leg extension dans le prog, je pense. Vu que tu as déjà cet exo où tu es hyper stable, tu peux aller chercher de la grande amplitude, tu peux vraiment t'envoyer dessus, et je préfère peut-être avoir un exo un peu plus instable où ça va être beaucoup plus transférable le fait de t'as fait ta flexion de cheville, tu vois. Ouais, mais du coup, ça sera pas un mass builder. Si, quand même, tu vois. Forcément, il y a un stress qui est induit, mais je veux dire que c'est pas l'objectif principal. Ouais, mais en fait, je trouve que tu vas avoir un meilleur ratio entre les 3 points de travail que vont avoir les exos d'hypertrophie, tu vois, les exos de renfort. Après, la charge mentale de l'exercice va pas être le même sur une Smith que sur sur un, je sais pas, un back BSS, tu vois. Ouais, aussi. Donc, oui, non, mais je suis d'accord. C'est une façon aussi de le programmer, à qui et pourquoi. Je suis d'accord. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que moi, quand même, à choisir, je vais souvent l'organiser sur des dumbbells. La plupart du temps, je vais être sur du dumbbell ou si le mec a une SSB, sur la SSB parce que tu peux. SSB en se tenant ou pas? Ouais. Ok. Mais tu vois, c'est la variation du diable, ça pour moi. Les fentes bulgares à la SSB, j'ai essayé 3 fois dans ma vie, c'était. Tu n'y arrives pas ou alors ça fait juste mal? Oh, les deux, un mélange, je ne sais pas comment les gens qui le font. Mais il y en a en plus, ils cherchent de fou. Hein. Moi, je suis trop nul en unilatéral, honnêtement. Je comprends pas, là-bas, elle me fait Mathieu Guicharo, tu sais, j'ai rien demandé. Là, tu es sûr que si tu as un shift au squat, tu le fais pas mal. Donc, c'est clair. Mais ouais, ok. Moi, j'aime bien le drop set mécanique de Gomuscu, leg extension et CC squat. Bien sûr, avec adaptation et pas pour n'importe qui. Et j'aime bien cet exercice parce qu'il est simple à mettre en place. Le mec peut vraiment se pousser sur une très haute intensité et on travaille sur une amplitude vraiment complète au niveau de la flexion de genou qui peut faire office aussi d'exercice un peu préhab. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est vraiment pas mal. Et maintenant, à qui et quand, c'est toujours la même chose. Je l'ai beaucoup utilisé, ce superset. Je trouve vachement intéressant. Et pour aussi s'écarter de cet aspect très redondant de l'entraînement, de se challenger un peu, tu vois. Parce que quand déjà tu as fait ton l'extension, je sais pas, on va dire 8-15 reps, et puis qu'après tu vas taper un 6 squat à l'échec, ça forge déjà un peu le mental, tu vois. Ouais, tu as envie d'insulter ton coach, quoi, tout simplement. C'est ça. Ah ben non, moi il kiffe. Tu vois, justement, c'est sur ce genre d'exercice que je reçois des vidéos. Genre en mode, le gars, il est content, tu vois. Il est content de son échec. Le pump, t'es content, ouais. Ouais, non, mais clairement. Et il y a plein de formats qui sont cool, tu vois. Genre, j'aime bien les formats EMOM, j'aime bien les 4Time, les trucs comme ça, justement, pour cet effet un peu. C'est pas mon 3x8, 10 conventionnel de base, quoi. Genre, on sort un peu de la norme et on fait quelque chose qui me pousse d'une façon un peu différente. Alors maintenant, il y a cet aspect de est-ce que c'est opti, est-ce que c'est pas opti. En vrai, on s'en fout. Tant que la personne se donne, ça sera toujours mieux qu'il fasse quelque chose à moitié, quoi. Ça revient un peu dans l'adhésion, tu vois. Pour moi, dans beaucoup de cas, une traction va être plus opti en termes de transférabilité. Une traction, une pull-up? Ouais. Mais, je suis pas forcément d'accord. En fait, alors après, ça dépend pourquoi tu le places, tu vois. Est-ce que c'est que pour l'hypertrophie? Viens, on fait en mode. On fait pas genre de ouais, mais pour telle ou telle personne. Viens, on fait juste en mode factuellement, pourquoi la traction c'est le meilleur selon toi? Genre. À la fois, tu vas avoir un travail d'hypertrophie. Ok. Déjà, non négligeable. Tu vas avoir un impact nerveux une demande nerveuse qui va être supérieure. Et ok, il faut limiter le fait de fumer ton nerveux sur tes renforts. Justement, ouais. Mais il ne faut pas non plus vouloir que tu aies zéro développement nerveux, tu vois. Et donc, tu as ça. Après, tu as le fait que tu vas avoir un gros travail de gainage. Mine de rien, c'est un moyen comme un autre de taffer ton gainage. Ça évite peut-être, toi, tu vas mettre beaucoup de. Là, tu prends l'exemple du pal of press, donc ça va être plutôt un mouvement d'anti-rotation, mais bon, c'est un mouvement de gainage comme un autre. Là, tu vois, tu vas taffer ton gainage. Et je trouve que en termes d'engagement scapulaire, c'est beaucoup plus taxant et donc sans doute beaucoup plus transférable sur un bench que un pull-down, un pull-down. Enfin, tu vois, en pronation, où tu reprends les autres tractions à l'appui, tu vois.
Techniquement, sur ton côté, alors là, je trouve là on n'est pas d'accord, du coup c'est intéressant, mais techniquement sur le côté transférabilité, je suis pas d'accord, parce que moi si tu veux un exercice qui est ultra transférable, si on part de ce principe-là hein, sur le bench, bah, je te dirais par exemple un face pull, parce que justement il y aura vraiment cet effet dépression et rétraction scapulaire, tu vois, cet engagement rhomboïde trapèze, là où sur la traction généralement on est plus sur du grand dorsal, tu vois, c'est un engagement qui va être moins. Ouais, mais tu vas avoir tu vas avoir une grosse dépression scapulaire, tu vois. Bah, ça va t'apprendre à conscientiser tes omoplates, tu vois. Bah, ouais, mais moi, ce que je mets, si je veux ça, je mets des scapula-up. Scapula-up, tu te flingues pas ton nerveux et tu fais exactement le même travail. Bah, moi, le meilleur. Ouais, mais du coup, tu as un mouvement qui est incomplet. Pardon? Pour moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Brieux, il faut de l'adaptation nerveuse pour une transférabilité optimale, je dirais, tu vois. Genre, faut pas que ce soit à la rue. Ouais, mais un yak pull-down ou un face pull RPE10, l'adaptation nerveuse, elle est là. Mais ça va être moins justement. Moi, je priorise. Moi, parce que tu auras beaucoup moins de tension mécanique, tu vois. Sur un face pull, tu vas charger moins fort que sur une traction, tu vois. Justement, je pense que c'est là où nos avis divergent. C'est que moi, mes assistances, c'est OK, là, tu viens de te flinguer ton nerveux sur ton squat bench juste avant. Viens, là, on se concentre sur un autre point, tu vois. Nerveusement, moi, je préfère. Et bien sûr, il y a quelques exercices comme ça, mais moi, honnêtement, la traction, quand je la mets, justement, j'en discutais avec un de mes athlètes, je dis, mais tu sais, hein, tes tractions, je te les laissais juste parce que tu kiffes ça. Genre, honnêtement, moi, si je devais choisir, je t'aurais mis autre chose, tu vois. Il m'a dit, vas-y, viens, on teste autre chose parce que là, je commençais à être mort, tu vois. Il était cramé parce qu'il faisait son squat bench, il est arrivé sur ses tractions, il avait un genre 5x5 à faire à 50 kg lesté. À la fin, il était cuit, tu vois. Donc, est-ce que le bénéfice était réellement là? Je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait cycler cet exercice, je pense. C'est ça, ouais. Après, mais du coup, moi, j'ai pas cette vision-là. Pour moi, le renfou, il est assez stable. C'est pour ça que, genre, je pense qu'on n'est pas d'accord sur ça, mais si on cycle, oui, je suis d'accord. Bah, en fait, moi, les renfaux, je vais avoir tendance à les laisser longtemps, mais tu vois, sur un an, j'aurai jamais le même renfo. J'aurais changé au bout d'un moment, tu vois. Je resterai très rarement un même renfo sur le même rep range hyper longtemps, tu vois. J'aurais tendance quand même à cycler. Moi, minimum 6 mois. Hein. Oui, voilà. Mais, par exemple, 2 macrocycles. Mais après, peut-être que ma traction, je vais la remplacer par un lat pull down à la poulie, qui va être très similaire. Mais après, ça va permettre. Du coup, où va être la cohérence? Parce que du coup, tu vas passer d'une traction qui est super taxante à un lat pull down qui, genre en mode, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est le même pattern, mais c'est pas du tout la même chose au niveau de la demande nerveuse, tu vois. Ouais, donc, mais après aussi, quel lien tu vas faire, tu vois? Parce que à la limite, tu m'aurais dit bloc d'intro, je suis sur un lat pull down et quand j'arrive sur mon picking, je mets des tractions pour justement induire une fatigue nerveuse. Là, je t'aurais dit c'est cohérent, mais si tu fais 6 mois traction et ensuite lat pull down, bah, en fait, juste tu régresses, tu vois. Non, pas forcément, parce que en fait, tu vas pouvoir peut-être mettre un peu plus de volume. Donc, en fait, après, ça dépend toujours des objectifs que tu as, tu vois. Ouais, si effectivement, l'objectif de mon athlète, c'est vraiment de construire de la masse de manière très spécifique sur le dos, oui, je vais prendre un exo qui est très stable, très guidé, et on va monter l'intensité de zinzin. Par contre, si j'ai à choisir entre 2 exos, bah, je vais quand même privilégier une traction, où tu auras un développement nerveux qui va être plus intéressant qu'un lat pull down. Et après, toujours dans cette optique de pour moi, je vois ça un petit peu comme ça, mais en fait, le corps, plus tu lui donnes, plus il va s'adapter. Et du coup, le fait d'incrémenter des tractions, tu vois, peut-être avec un low volume, peut-être un top set de back-off, un top set, un back-off, ou 2 séries, 3 séries, bref, on s'en fout, avec une intensité que tu peux faire évoluer. Bah, le gros intérêt, ça, c'est que tu vas entraîner ton corps à avoir un système nerveux qui aussi récupère plus vite, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi que tu peux le cycler, et en fonction des périodes. Donc après, oui, là, parce qu'on n'a pas mis de contexte dans OK, est-ce que sur une phase de construction, je vais plutôt utiliser un lat pull down? Est-ce que sur une phase, on va dire, d'un athlète que je ne connais pas, je vais plutôt utiliser une traction? Tu vois, on n'a pas forcément mis le contexte. Mais là, c'est si j'ai à choisir, je vais plutôt m'orienter vers la traction. Et toujours dans cet aspect de, c'est facile à mettre en place. Tu vois, tout le monde a une barre de traction. Dans les salles, c'est jamais pris ou très peu pris, tu vois. Donc voilà, en fait, on va dire, j'ai pris le package et j'ai pris vraiment l'exo. Et ça ne veut pas dire que je vais tout de suite partir sur la traction. Mais pour moi, il y a un peu plus d'intérêt sur la traction. Ok. Non, mais je vois où tu veux venir, je suis d'accord.
Ouais, j'allais dire, je crois que Maximilien, il a compris où tu voulais en dire. C'est quelque chose de plus global. Comme tu dis, si tu cherches juste à faire les lats, c'est pas l'attraction le meilleur exercice. Par contre, Ouais, c'est ça. comme quand tu regroupes, en fait, tu as le gainage, tu as la proprio, tu as pas mal de choses. Comme tu dis, c'est facile en heure de pointe en salle, c'est bien. C'est bête, mais quand tu connais bien le mouvement, tu apprends à vraiment bien conscientiser tes omoplates. Moi, je trouve ça qui est beaucoup train les tractions depuis quelques années. Tu arrives à bien décrocher et à conscientiser et à mieux engager. En fait, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Sur des machines qui sont slash merdiques, slash mal utilisées, on va dire, mal rentabilisées, bah, c'est moins ouf d'arriver à la finalité qu'on a voulu avoir. Tu vois, mine de rien, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise assistance, c'est qu'une question de contexte, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, là, pour finir sur les tractions, et j'ai toujours, moi, quand même, cet aspect un petit peu hybride d'un athlète, d'un corps qui doit faire un minimum de choses, tu vois. Si tu benches 150, tu sais pas faire 5 tractions PDC, frérot, c'est un problème, tu vois. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, le dos, ça sert pas au bench. Ouais. C'est satirique. Non, mais voilà, est-ce que si tu benches 150, tu fais que 5 tractions, est-ce que juste faire 10, 15 tractions PDC, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Tu peux pas vouloir deadlifter 300 kilos quand tu peux pas faire du pherma-wall qui a 60 kilos par bras. Enfin, voilà, c'est ça. C'est une question de structure. Je suis d'accord avec toi. Ok, du coup on a fait on va aller un peu plus vite, on va aller au niveau du haut du corps. Est-ce que vous aimez bien au niveau chest mettre de l'assistance à ce niveau-là, ou alors on reste sur du bench only en tout cas niveau renforcement Non. Moi je vais beaucoup utiliser quand même de mouvements de poussée. Alors après ça va dépendre dans quel sens. Est-ce que pousser plutôt horizontal, plutôt vertical, bref, qu'il soit au-dessus de la tête ou en dessous. Beaucoup, alors déjà pour le fait de faire de la masse musculaire et aussi l'aspect prophylactique, prévention des blessures. Il y a tellement d'athlètes qui ont des douleurs aux épaules, mais parce qu'en fait, ils se contentent dans des amplitudes trop petites, tu vois. Et du coup, moi, c'est vrai que du bench halter, des dips, etc., et dans des amplitudes assez grandes, alors de manière progressive, hein, je ne demande pas tout de suite de faire un bench halter avec vraiment les coudes qui descendent très bas tout de suite. Mais pour moi, c'est une capacité que tu dois avoir et qui protégera sur ton bench en termes de douleur. Tu vois. Je suis d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord aussi. Moi, j'aime vraiment bien depuis des longues semaines, j'ai développé pas mal de chest press, notamment sur des poulies d'angle. C'est vraiment intéressant, je trouve, en grande amplitude. Le setup est un petit peu chiant, mais tu arrives à être pile dans ce que tu dis, Brieux, la prévention des blessures, aller chercher de l'étirement, être fort sur ta partie full étirée. Et voilà, avoir une meilleure approche de ça, mais ouais, sinon dumbbell halter, voilà. Alors moi je suis un peu moins, enfin je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que je prog moins comme ça. J'ai généralement beaucoup de bench dans la semaine, donc on est généralement sur une fréquence max, mis à part avec les débutants. C'est les débutants où justement je vais remplacer une fréquence, par exemple un gros top set back offset chest press ou dumbbell. Mais généralement ouais, je vais être très peu en fait exercice pec autre que le bench, mis à part pour une question de réhab justement. Mais par contre au niveau de la poussée du coup qui va être verticale, donc OHP, je tabasse. Donc chaque bloc va y avoir une poussée verticale et généralement ça va être un OHP à la Smith Machine pour cet aspect du coup que moi je recherche, qui est de la stabilité et de l'incrémentation infinie, on va dire. Après, je trouve que toujours dans cette optique-là, je privilégie toujours le développement des muscles moteurs. Ouais. Et c'est pour ça que je vais plutôt m'orienter sur un mouvement de poussée dans un premier temps horizontal, tu vois. Même avec un mec qui bench 4 fois par semaine, ça me dérange pas du tout, tu vois. Ça dépend vraiment de comment tu places, de quel volume tu places. Et puis après, ça dépend de comment toi tu programmes le bench. C'est vrai que moi, de manière générale, sur les comp lifts, je mets jamais forcément des volumes de zinzin, tu vois. Donc ça dépend vraiment comment tu le programmes, tu vois, mais on va dire que moi, la plupart de mes athlètes, tu vas être entre 12 et 18 séries de bench pour les plus hauts, tu vois. Parfois 20, mais c'est vraiment très rare. Quand tu regardes ce qui se fait, ça reste assez faible, tu vois. Mais par contre, du coup, je préfère aller sur d'autres exos de poussée. Mais après, c'est une méthode comme une autre, tu vois. Soit tu vas privilégier plus de séries sur tes comp lifts, mais du coup, forcément, tu pourras faire moins sur tes assistances, tu vois. Alors, si on remet dans le contexte, moi, à partir du moment où tu fais plus de 18 séries de bench par semaine, c'est énorme. Hein. D'accord. Okay. D'accord, mais moi, c'est très rare. Hein. C'est pour ça. Parfois, c'est les athlètes féminines qui ont un très gros pontage, tu vois, où je vais aller sur ce genre de volume, mais c'est vraiment rare. Et toujours dans cet aspect que le haut du corps, il récupère tellement bien que
Tu peux mettre un exo de poussée en plus, 2 exos de poussée, et l'athlète, il va tolérer, tu vois. Parce que souvent, on entend 4, 5 bench, ou en tout cas 18 séries ou plus. Ça dépend enfin, de la gueule des séries, de l'intensité qu'on y met, du format. Enfin, je veux dire, si c'est du Larsen 3-2-0 en x6, enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut parler d'une. Enfin, on parle d'une 4e fréquence, mais je veux dire, dans l'absolu, Ouais, je suis d'accord. c'est pas poussé, c'est juste pour chercher d'autres choses que l'hypertrophie ou quoi que ce soit, en fait. Donc, plus la répétabilité, la technique. Oui. Mais justement, il y a un vrai stress aussi conséquent qu'on souligne. Oui. Oui, ok. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, on a bien dit tout ce qui va être en faux, c'est hors ce qui ressemble à un bench. Oui, je sais, mais c'est pour dire que. Non, mais c'est parler du volume général, tu vois. Genre, si sur tes 18 séries, tu en as 4 ou 5, c'est du Larsen, comme il dit, en volume, avec un gros tempo, et en plus, tu es en closer grip, et en plus, machin, tu vois. En plus, est-ce que ça, c'est genre en mode, je rajoute une chest press après, est-ce que ça aura le même effet que. Oui, ok, je suis d'accord. C'est ça, tu vois. Ça dépend vraiment. Justement. C'est toujours un contexte, et c'est toujours un ensemble de paramètres qui doivent s'agencer. Et... Voilà, tu vois. Ok. Non, parce que je trouvais ça intéressant de parler des pecs, parce que les renforts pecs, pour moi, c'est quelque chose qui est très mal programmé quand il y en a, tu vois. Genre le renfort qui tombe au mauvais moment, ou je ne sais quoi, ou juste qui sert à rien, hein, qui va être du junk volume, tu vois. Donc, ok. Mais en tout cas, ouais, si vous, c'est au niveau cet aspect de plus tu as de masse, plus potentiellement tu seras fort, tu vois. Donc, pourquoi tu vas le faire sur les jambes, pourquoi tu vas le faire sur le dos et pas sur les pecs, tu vois. Oui, bien sûr, mais après, c'est tout a une limite parce que sinon, on part du principe que, ok, demain, je fais 10 x 10 sur tous mes mouvements, etc., je serai ultra musclé, tu vois. Genre, tout a une limite. Au bout d'un moment, le volume ou je ne sais quoi arrive à être contre-productif et tu risques la blessure, voire même le fait de ne pas récupérer, donc de t'atrophier. Hein. J'allais dire au détriment de la récupération, finalement. Oui, c'est ça. Donc, il faut juste trouver le juste milieu, mais je suis d'accord. Si ton gars, il peut encaisser. Après, il ne faut pas abattre toutes ses cartes. Si aujourd'hui il progresse en faisant un minimum, tant mieux, et laisse-le comme ça jusqu'à qu'il. C'est ça. Donc c'est pour ça que moi j'implémente jamais d'exercice pec tant que ça va bien. Tant que ça va bien, en vrai, comme ça. Au niveau des OHP, on en parle un peu les gars, ou OHP ou alors poussée verticale, hein, mais développé couché incliné. C'est quoi votre expérience ? Ça va dépendre du profil de la personne. Incliné, j'avais moins tendance à le faire. Et encore une fois, ça dépend des personnes. Ouais, de l'OHP quand même. Bar ou halter, ça va dépendre des personnes, de la disponibilité, des profils, de l'heure à laquelle ils s'entraînent, de ce qu'on cherche exactement. On cherche plus de stabilité, un équilibrage. Encore une fois, on adapte et c'est vertical qui est programmé. Au niveau moi de l'incliné, c'est pas un exercice que je prog pour construire de la masse, mais c'est plus au niveau de la proprioception, faire comprendre à l'athlète que sur son bench press, s'il descend les coudes trop ouverts, il va se prendre un mur sur la remontée. Et en fait, s'il fait la même chose, c'est la même mécanique sur son développé couché incliné, il va pousser vers devant lui et juste la barre, si la barre elle part devant lui, c'est foutu, tu vois. Donc en gros, au niveau de la proprio, ça l'oblige à comprendre un peu mieux le placement de ses coudes sur la descente, vu que c'est une trajectoire très diagonale sur voilà. Même en termes de transférabilité de trajectoire. Ouais, c'est un moyen de travailler sur un mec qui a des problèmes de trajectoire. Qui justement, on devait séquencer ce que je viens de dire, c'est exactement ça, c'est travailler sur sa trajectoire. Mais c'est vraiment pas un exercice que je programme beaucoup. L'exercice que je programme beaucoup, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est OHP à la Smith Machine. J'adore ce mouvement. Toi, tu programmes un peu des OHP, Enzo ? Ouais, souvent quand même. Souvent. Ouais. Et c'est OHP libre libre. Okay. Souvent, c'est halter ou barre. Je trouve qu'il y a une meilleure transférabilité et il y a de meilleures sensations. La Smith, moi, j'adore et je déteste en même temps, dans le sens où si tu ne te connais pas assez, si tu n'as pas envie de connaître assez, tu n'as jamais le même placement, tu n'as jamais. Tu ne peux pas répéter l'effort, en fait, pour moi, que tu demandes. Alors qu'au moins, à la barre, les haltères, à toi de développer ton schéma moteur, etc., et tu peux envoyer très facilement. Je trouve que sur 3 fréquences de Smith, sur n'importe quel exercice à la Smith presque, tu n'as jamais le même mouvement exactement. Ok, je vois l'idée. Après, j'entends bien, il y a plein de pour, plein de contre, mais initialement, comment je veux les programmer, ça me plaît moins. C'est la philosophie de pourquoi je prends une assistance. Encore une fois, c'est la question de, je veux dire, de la fatigue par-ci par-là, je veux de la stabilité par-ci par-là, et je suis d'accord. Okay. Genre, sur un athlète expérimenté de ouf, bien sûr, je lui mettrai la Smith, à part quelques rares cas. Mais parce que oui, au bout d'un moment, il va se flinguer, tu vois. Genre, si tu fais.
Moi, j'ai déjà initié des débutants à la Smith, j'ai enlevé pas mal de choses, parce que tu leur demandes juste de prendre une photo pour savoir où est le banc par rapport au sol, ils le font pas, et le banc, il est jamais au même endroit. Donc, à Ouais, partir de ce moment-là, je trouve que… je vois, mais oui, sur l'athlète qui justement est expérimenté. En fait, moi, je commence toujours par des OHP comp, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, plus ça va, plus je vais vers de la Smith, tu vois. Parce que justement, en fait, plus tu progresses dans le mouvement, plus c'est dur de progresser. Alors techniquement, les OHP, c'est un mouvement qui devrait être bossé comme le bench, si tu voulais être fort dessus, tu vois. Et en fait, bah, c'est pas le cas. On n'a qu'une seule fréquence d'OHP, voire deux grands max, qui fait que, bah, en fait, au bout d'un moment, tu peux pas incrémenter. Tu te retrouves à stagner à tes 70 kg x 8, tu vois. Et du coup, c'est là où moi, je me tourne vers de la Smith, qui du coup enlève certains facteurs limitants, comme le bas du dos qui cambre, ou alors l'instabilité overhead, tu vois, et qui me pousse du coup à progresser sur un mouvement qui est assez quand même compliqué, quand même. Ouais, et j'ai une petite expérience là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Kawabonga tous les deux. Ça me dit quelque chose, oui. C'est un coach de street. C'était mon tout premier coach il y a 2 ans, du coup. Et moi, quand je suis venu le voir la première fois, je lui ai demandé de progresser sur, au final, avec du recul, des mouvements de force, mais slash street. Et j'avais une énorme, j'avais 2 fréquences de HP dans la semaine, dont une en volume, et je me souviens que c'était un calvaire à augmenter, à incrémenter chaque semaine. C'était quoi le format? Je sais plus, j'avais un top 7 et après j'avais 4x5, quelque chose comme ça. Il me Ouais, semble. ok. Et la galère, je me souviens de lui envoyer chaque set RPU 10 en fin de bloc, mais même les 3 dernières semaines, les 2 La dernières même semaines, charge. à grinder 10 secondes sur Eh ben, chacune. j'ai exactement la même expérience, sauf que moi, de semaine en semaine, j'étais de moins en moins bon. Parce que Oui, moi aussi, j'ai la commencé. fatigue, Ouais. la fatigue du bloc augmentait, et du coup, bah, en fait, mes capacités pour ce mouvement diminuaient tout simplement. Donc, ouais. Mais ouais. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à assez peu le programmer, honnêtement. OHP? De mouvements Ouais. développés au-dessus de la tête, je le fais assez peu. Je le fais assez peu parce que j'ai jamais trouvé qu'il y a une transférabilité qui est énorme sur ce genre de mouvement, tu vois. Bah, ça va dépendre, en fait, il faut faire des tests. Généralement, moi, j'aime bien tester l'athlète, combien il peut soulever, entre guillemets, ARM, mais en le canalisant, tu vois, pour voir son écart entre son bench et son OHP. Mm. Et le delta, en fait, va m'indiquer si vraiment il y a un travail à faire à ce niveau-là, tu vois. Maintenant, il y a d'autres exercices, tu vois. Moi, j'aime bien les élévations complètes au-dessus de la tête, tu vois, qui va induire, du coup, je me rappelle plus du nom en anglais à chaque fois. Ouais, ça, c'est. Ouais, Xiao Jun, ouais. C'est Alors, quoi? Xiao Jun, tu pars en. Tu le fais. C'est pas des élévations latérales complètes, mais. Ouais, ça, c'est les Xiao Jun, mais tu pars en légère supination. Ah oui, oui, bah, ok, ouais, bah, c'est cet exercice-là, mais il faut que je passe mon anglais. C'est en anglais, ça, que tu dis. Ouais, c'est le nom d'un haltérophile, en fait. Ah, mais Oui, non, c'est ok, vrai. tu parles du mec qui fait cet exercice. Ok, Bah, non, ça bah moi s'appelle comme ça, je crois. Moi, je le dis bah pas non, comme non, ça. justement, moi je le fais au début avec des disques, mais après je passe aux haltères parce que justement tu peux pas Ouais. incrémenter. Oui. Mais oui, cet exercice-là pour la santé scapulaire et pour travailler aussi ton delto antérieur, etc. C'est vraiment pas mal pour pallier un OHP qui peut être très traumatisant C'est clair. C'est clair. Ouais. Et donc, dans bon, l'exercice. on est plus sur de la poussée verticale, mais j'adore les pompes en augmentant l'amplitude. Ah ok, ouais. Bumper sous les mains ou quoi. Lesté, oui, forcément, Mhm. enfin en fonction du profil, mais souvent oui. Mais en protraction surtout. Vas-y, fais-nous ton expérience parce que moi je programme pas du tout. Et ben en fait, Non, moi, je j'avais le pas prends. mal de petits mots aux épaules et je me suis mis à faire des pompes à vide. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, plutôt que d'avoir un pattern de développé couché où vraiment tu sors le buste sur certains omoplates, bah tu vas chercher à faire tout l'inverse. Et en fait, ça m'a permis de, mettre mes épaules, mes pecs en tension avec cette position d'omoplate, c'est de la protraction, et aussi de pousser avec mes omoplates en protraction. Et je trouve que en termes de schéma moteur et de gain, c'est énorme. Déjà, mes Attends, mots sont t'arrives à descendre en étant en protraction complète? presque, ouais. Ah ouais, putain. Parce que moi, Ouais, genre, automatiquement, je vais partir en rétraction quand je vais descendre. bah, j'ai travaillé ça justement pour conscientiser encore plus mes omoplates et c'est quelque chose que je transmets beaucoup dans mon coaching. Bien Et ça. donc déjà à vide et déjà sans trop d'amplitude. Et ensuite, bah, encore une fois, le truc, c'est de faire de la surcharge progressive sur un petit peu tout. Et j'en arrive à faire des séries je sais pas, entre 10 et 20 pompes à 30 kilos, full ampli, tempo, et ça me fait énormément de bien aux épaules. Un ressenti pec de malade, et vraiment pour transférer, pour faire conscientiser sur les débutants intermédiaires, vraiment bien, couplé à du tirage scapula, super. Bah écoute, je testerai, ça m'a l'air intéressant. Moi, c'est un exo que j'ai tendance aussi à mettre, alors pas forcément sur un gros focus de protraction, etc. Parce que si j'ai à taffer ça, je vais plus le mettre sur des dips que j'affectionne aussi, un peu comme les tractions. Mais par contre, genre sur un mouvement préparatoire,
ça peut être intéressant. Ou sur un mouvement de pré-ab, réhab. Parce que justement, en déficit, aller chercher une grande amplitude sur les pecs. Pourquoi pas sur des AMRAP au poids du corps avec, par exemple, juste après avoir fait un exo de pec, tu vois, pour pas éviter que le mec il fasse 50 reps, quoi. Mais ça, c'est quand même assez intéressant en termes de santé d'épaule. Ok. Et c'est vraiment cool. Ok, les gars. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. Puis on a fait quand même un gros podcast. Je pense qu'on va terminer avec les questions que les followers ils ont posées et on y répond assez facilement. On fait chacun une réponse, comme ça. Vas-y, ça marche. Voilà. Alors moi j'ai posé la question du coup à Maximilien. Skip ses accessoires en fin de bloc, c'est bien. J'en connais un qui fait ça. Donc typiquement c'est une petite balle parce que sur ma dernière séance, je suis parti de la séance, j'ai fait juste mes top 7, j'ai pas fait mes back-off. Donc salut Hugo, j'ai répondu à ta question. Alors plus sérieusement, t'inquiète pas Enzo, je l'ai chopé par le callback pour qu'il finisse, mais j'ai pas merci. Alors, tiens, Enzo, t'en parlais tout à l'heure de la flexion de coude. Le curl marteau, qu'est-ce que t'en penses? Un peu surcoté. Ah ouais, oh, mais mec, j'ai fait que le programmer, on va pas être d'accord. Ah ouais, un peu surcoté. Je trouve que tout le monde fait un peu l'éloge de cet exercice. Je trouve qu'il y a mieux en termes de biceps. Je trouve qu'il y a mieux à la poulie en tension continue. Je trouve que c'est un exo, le risque, enfin, le pour et contre, il y a beaucoup trop de bascules. Les gens chargent trop, on veut surcharger trop rapidement. C'est bête, mais dans beaucoup de salles, les haltères, des jumps de 2,5 en 2,5, c'est horrible. C'est beaucoup. Et pour moi, il y a beaucoup mieux à faire. Déjà, le curl incliné, moi, sur banc, c'est mon. Ouais, moi aussi. Ouais, en gros, c'est une question de contexte. C'est une question de contexte. C'est en gros, mass builder, ouais, il y a mieux. Mais c'est vrai que moi, je le programme pas pour ça. Perso, je vais le programmer pour les grosses douleurs en mode c'est tennis elbow, je crois. Bref. Ouais, moi, je fais la même à la poulie, en fait. Je fais du marteau poulie unilatéral. Ah, ok. Ouais, ok. Ouais, mais c'est pareil, c'est une question de poulie. Est-ce que c'est assez accessible en salle de sport? Marteau, t'en as partout, bof. Ouais, honnêtement, je sais pas vous, mais moi, quand je programme, par exemple, actuel marteau, je précise même pas dumbbell ou poulie. Hein. Là, ouais, pareil, il y a l'exercice pareil. L'impact est tellement faible que le mec, il préfère se buter à la poulie ou aux haltères qu'il fasse. Hein. Ouais. Ouais, bah, moi, je trouve qu'en fait, tu as la tension continue. L'inconvénient du marteau, je trouve, c'est juste que tu n'as pas de tension à un moment et tu as trop d'élan parce que. Mais sinon, je suis d'accord que ça. Moi, en exercice bras, c'est soit curl marteau, soit spider, soit incliné. Mais toujours aux haltères. Spider, j'aime bien. T'as un très bon étirement et le setup, il est cool. Moi, je vais être un peu plus sur du curl incliné, mais bon, après, le principe reste le même. Hein, c'est avoir un exo à forte tension d'étirement autour. Ah oui, c'est ça. Potentiellement plus d'hypertrophie, donc voilà, quitte à choisir. Ok. Alors, Brieux, la barre au fond ou skull crusher, bar skull crusher, dumbbell skull crusher, en fait, skull crusher en général. Moi, je kiffe. Hein. C'est pareil. Hein. C'est vraiment l'exercice qui va avec les curls inclinés. Les gens que j'ai en coaching savent très bien ce petit superset curl incliné, skull crusher, ils l'ont souvent. Et pareil, sous toutes les formes, que ce soit au dumbbell, un peu moins à la barre, je vois un peu moins l'intérêt. Barrezette, t'aimes pas? En fait, je trouve que le gros intérêt de ça, de le faire dissocier, c'est que si tu as un bras qui est un peu moins fort que l'autre, si tu as une épaule que scapulairement tu arrives à moins bien maintenir que l'autre, ça va t'obliger, tu vois, à faire le taf et de ne pas se reposer sur celle qui est un peu dominante. Ouais. Tu vois. Donc j'aime bien ça et du coup, cet exo se va un petit peu avec les triceps katana, tu vois. Pour moi, c'est cet ensemble d'exos que je vais mettre et que je vais faire tourner en fait, qui vont avoir des intérêts très communs, mais que ça permet d'avoir un peu de variabilité dans l'entraînement. Donc, ok. Moi, je prog les deux. Je prog les deux, généralement, katana et triceps, pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de fréquences sur les triceps. Sinon, en priorité, j'aime bien le bar reset skull crusher parce que justement, moi, je cherche toujours dans l'optique de stabilité, donc d'incrémentation. Mais je peux le faire tourner. Par exemple, 3 mois de bar et 3 mois d'alter, tu vois. Ouais. Genre comme ça, il y a un truc qui se crée qui est plutôt pas mal. Mais ouais, Banger, par contre, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps. Si vous avez mal de fou, arrêtez de vous bousiller avec cet exercice, trouvez une adaptation, parce que c'est très traumatisant. Déjà, le premier point pour moi, parce que c'est je pense un bon conseil à donner à tous ceux qui le font et qui ont mal, déjà essayez de le faire avec un banc légèrement incliné. Ça permet en fait de mettre les coudes dans une position un peu plus confortable, d'avoir beaucoup moins de tension au bas du mouvement. Donc souvent, c'est un peu mieux toléré et du coup aussi, pourquoi pas le faire à la poulie. Si vous pouvez le faire à la poulie, honnêtement, faites-le. Vous allez me remercier. Vous allez kiffer. Ouais.
Non, je suis d'accord. Unilatéral. Ouais. Oui. Mais ouais, après, le but du jeu, c'est aussi de laisser son corps s'adapter. C'est normal qu'au début, vous ayez des petites tensions. Hein. On a tous débuté le power en ayant mal au bas du dos et aujourd'hui, ça va bien. Et puis même, c'est un bon moyen de trouver de la résilience. Donc, à la rigueur, commencer plus light, même vraiment light, et juste pratiquer, et puis augmenter de semaine en semaine. Et puis rendez la charge plus lourde, mettez du tempo, standardisez bien. Ouais, c'est ça. C'est dur sur l'exercice. Je dirais même que c'est 2 exos différents. Déjà, tu as énormément de manières de le faire, de prendre un rebond, d'aller chercher plus d'étirements ou non. Moi, j'aime bien le faire strict. Et il faut vraiment se forcer pour garder les coudes dans l'axe. Parce que dès que tu ouvres un petit peu les coudes, c'est beaucoup plus facile. Donc, tu as plusieurs manières de le faire et de l'amener, quoi. Et en se focusant bien sur la dépression scapulaire et le fait de serrer les aisselles pour vraiment être stable au niveau du dos et pas avoir les épaules qui partent dans tous les sens et du coup être instable tout simplement. Ok, moi j'en ai une pour moi, du coup, rowing, pendlero et les rowing en général comme ça. Donc j'en parlais justement tout à l'heure et aussi avec Nathan hier. Moi, les exercices comme ça, je suis pas fan dans le sens où c'est très traumatisant. Déjà, au niveau du setup, le fait de tirer une charge vers soi en ayant le bas du dos légèrement en extension et tout, c'est pas fait pour tout le monde. Pour moi, ça va te demander énormément de ressources nerveuses et moi, ma vision, encore une fois, des accessoires, je pense que des assistances, vous l'avez compris lors du podcast, c'est vraiment la construction de la masse en général qui va prédominer. Et sur un pendlero, pour moi, c'est très, très peu optimal parce qu'il va y avoir énormément de compensation avec ce mouvement. Typiquement, hein, vous allez galérer de plus en plus et en fait, ça va plus se transformer en une demi-rep avec un début de tradi qu'un tirage strict quelque part. Donc, moi, je suis vraiment pas fan. Après, j'aime bien en rowing le rowing marteau. En unilatéral en étant bien calé contre un banc parce que c'est un exercice où justement tu peux vraiment t'envoyer nerveusement loin dans cet exercice mais en gardant une forme plutôt correcte. C'est clair. Oui, après ça dépend, ça me fait sourire ce que tu dis parce que je vois énormément de personnes qui le font un peu en cambrant sur le rack d'haltère avec la main. Ouais, à chaque fois j'arrive comme ça et non, faut bien exécuter avec le genou sur le banc et en full étirement. Avec la trajectoire, comment on pourrait appeler ça, circulaire là. Ouais, c'est ça. Non, alors que oui, c'est parce que c'est un balancier, donc il n'y a aucun intérêt. Mais oui, faites trajectoire linéaire, ouais. Mais ouais, j'aime bien cet exercice. Mais je suis d'accord, je l'adore. Un petit dernier pour Enzo, vu que Brieux il fait que couper. Presse à cuisse en unilatéral. Super bien. Ouais, entre la cheville, le genou, les hanches, en fonction des côtés, on a d'autant plus d'asymétrie du coup avec les 3 articulations. Et venir faire de la presse unilatérale, c'est quelque chose qui est vraiment top. Ça permet de rééquilibrer bien, de ressentir d'autres choses. C'est con, mais j'ai de la presse là depuis peu. Je la fais en unilatéral et j'arrive à beaucoup mieux ressentir mon adducteur d'un côté. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se remettent en place entre gros guillemets et vraiment trop bien. Que des bénéfices pour moi. Le seul point négatif, ce serait de ne pas pouvoir mettre aussi lourd forcément qu'en classique, quoi. Ok. Bon, moi, ma caméra elle vient de couper, donc ça veut dire que c'est la fin du podcast. Ok. En tout cas, c'était top. Une première sur un podcast, donc c'est vraiment un plaisir. Moi, j'ai vraiment kiffé ça. Une petite discussion entre potes, donc vraiment cool. Ouais, puis c'est 1h30 passée en 2 secondes. Ouais, clairement, on a bien. En plus, je trouve qu'on s'est pas trop éparpillé. On a bien exposé chacun nos visions qui se rejoignent énormément. Donc ça fait plaisir de voir que y a une cohérence entre nous trois et je pense que c'est une cohérence qui est positive parce que ça veut dire qu'on coach bien généralement. Hein, c'est la masse s'assemble mais ouais, c'était top. Du coup, les gars qui regardent le podcast encore jusqu'à maintenant, je vais mettre toutes les informations des gars, du coup les Instagram respectifs, etc. dans la description. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message si vous avez des questions par rapport au podcast ou même par rapport au coaching en général. Ça me fera plaisir. Pareil, hein, si vous voulez rejoindre Hermès Process, toutes les informations sont dans la bio. En ce moment, du coup, on est sur des tarifs qui vont augmenter d'ici peu. Donc, c'est le bon moment pour nous rejoindre avant d'avoir des tarifs augmentés, tout simplement. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et nous, on va se rejoindre la semaine prochaine du coup pour un nouveau podcast qui va parler du coup de la philosophie dans le powerlifting vis-à-vis de la fatigue mentale qui peut amener à ce fameux burn-out du sportif. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine avec Karl. Voilà, je vais vous abonner pour ne pas louper ça.
Et du coup, on se dit à la prochaine et rendez-vous en bio encore une fois pour toutes les informations. Allez, ciao. Merci.